Une conductrice de bus scolaire refuse de laisser descendre un enfant de 8 ans à son arrêt après avoir remarqué une voiture suspecte qui attend. Lorsqu'elle se rend directement au poste de police, l'enquête révèle que le beau-père de l'enfant l'avait vendu à des inconnus. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lueur ambrée du soleil d'octobre filtrait à travers le pare-brise du bus 47 alors que Patricia O'Brien ajustait son rétroviseur pour la 3e fois de l'après-midi. À 52 ans, Patty conduisait dans ces mêmes rues depuis 15 ans, observant les quartiers changer, les enfants grandir et les saisons suivre leur danse prévisible. Le siège en cuir usé sous elle s'était parfaitement moulé à sa silhouette, et le vrombissement familier du moteur diesel était aussi réconfortant qu'un battement de cœur. Ses mains, burinées par des années à serrer des volants et à ouvrir des portes de bus récalcitrantes, reposaient avec assurance sur le grand volant. Des bagues en argent captaient la lumière de l'après-midi, l'alliance de son défunt mari Michael, qu'elle portait à la main droite depuis son décès 3 ans plus tôt, et une simple bague à nœud celtique que sa fille lui avait offerte pour Noël. Le tableau de bord devant elle était un paysage de commandes familières et de touches personnelles. Une petite photo de ses petits-enfants était glissée dans le coin du compteur de vitesse, et un mug de voyage proclamait « meilleure conductrice de bus du monde » en lettres délavées. Au 3e rang, du côté droit, était assis Jack Sullivan, 8 ans, serrant son sac à dos Star Wars usé comme un bouclier. Ses cheveux bruns indisciplinés semblaient défier toute tentative de coiffure, et ses yeux vert vif, qui brillaient autrefois de curiosité lorsqu'il avait rejoint son trajet il y a 3 mois, paraissaient maintenant distants et troublés. Le sac à dos avait connu des jours meilleurs. Un coin était effiloché, et elle pouvait voir où quelqu'un avait soigneusement réparé une déchirure avec du ruban adhésif. Un porte-clés du Faucon Millennium pendait à la fermeture éclair principale, sa peinture usée et lissée par d'innombrables petits doigts. Quand Jacques avait commencé à prendre le bus 47, il était plein de questions sur tout. À quelle vitesse le bus allait-il? Combien de litres de carburant contenait-il? Pourquoi les bus scolaires étaient-ils jaunes au lieu de bleu ou de rouge? C'était le genre d'enfant qui s'émerveillait des détails mécaniques et se délectait de partager des faits aléatoires appris dans les livres de la bibliothèque. Mais au cours des dernières semaines, ce garçon curieux et bavard avait été remplacé par quelqu'un de plus silencieux, de plus renfermé. Les questions avaient cessé. Patty avait également remarqué d'autres changements, de petits détails que son œil expérimenté captait, même lorsque Jacques essayait de les cacher. Il y avait eu un bleu sur le haut de son bras 2 semaines auparavant, visible lorsque la manche de son t-shirt s'était relevée alors qu'il montait à bord. Quand elle l'avait interrogé à ce sujet, il avait marmonné quelque chose à propos d'une chute de vélo. Mais la forme était étrange, trop précise, ressemblant trop à des marques de doigts. Quelques jours plus tard, elle avait repéré ce qui semblait être une coupure en voie de guérison sur sa lèvre inférieure, qu'il prétendait s'être faite en mordant trop fort dans un sandwich. Le plus troublant de tout, c'étaient les conversations qu'elle l'avait entendu avoir avec lui-même. Des murmures à peine audibles qui semblaient être des répétitions d'explications pour diverses choses. « Je suis tombé dans les escaliers », l'avait-elle entendu murmurer une fois. « Je courais et je n'ai pas vu la porte. Je suis juste maladroit. » Ces mots l'avaient glacé car ils sonnaient comme des répliques apprises par cœur, tirées d'une pièce qu'on l'avait forcé à mémoriser. Le bus tourna au coin d'Elm Street, où des chênes matures formaient une canopée, leurs feuilles peintes dans des teintes brillantes d'orange et d'or. C'était l'un des quartiers les plus anciens de Millbrook, où des maisons victoriennes étaient assises sur de généreux terrains et où les résidents connaissaient encore le nom de leurs voisins. C'était le genre d'endroit où les enfants faisaient du vélo sans casque et où les parents faisaient confiance à la vigilance de la communauté pour assurer la sécurité de leurs petits. Derrière Jacques était assise Emma Rodriguez, 10 ans, avec des tresses sombres nouées de rubans jaunes, rassemblant déjà son sac à dos violet à l'approche de son arrêt sur Maple Street. Il y avait aussi Nathan Thompson, 12 ans, sur la dernière rangée, absorbé par sa console de jeu portable, malgré la règle pas d'électronique qu'elle avait depuis longtemps renoncé à faire respecter. Les sœurs Lucy et Grace Wilson étaient assises ensemble à leur place habituelle, 4e rangée à gauche, chuchotant à propos de quelque chose qui les faisait glousser par intermittence. Prochain arrêt, Maple Street, annonça Patty de sa voix claire et exercée, en regardant Emma se diriger vers l'avant avec des pas prudents. Elle amena le véhicule à son arrêt 12 habituel, les freins à air se relâchant avec leur sifflement caractéristique. « Bonne soirée, ma chérie », dit Patty alors qu'Emma descendait les marches. « Dis bonjour à ta maman de ma part. »« Je le ferai, Miss Patty »,
répondit Emma avec un sourire édenté avant de sautiller vers la modeste maison à 2 étages de sa famille, où sa grand-mère attendait sur le porche, agitant la main avec enthousiasme tandis que le bus 47 s'éloignait du trottoir. Les yeux de Patty balayèrent automatiquement l'intérieur à travers son rétroviseur. 15 enfants restaient à bord, et son attention revenait sans cesse sur Jack Sullivan. Elle s'était habituée à voir son beau-père, George Morrison, attendre près de la boîte aux lettres au 47 Elm Street. George était un homme grand et mince, au début de la quarantaine, avec des cheveux grisonnants prématurément et des mains qui semblaient toujours tripoter quelque chose. Des clés de voiture, de la monnaie, son téléphone portable. Il avait paru nerveux à Patty dès leur première rencontre, mais elle avait attribué cela à la maladresse d'un nouveau beau-père essayant d'établir des routines. La nervosité de George n'avait pas diminué avec le temps. Au contraire, il semblait de plus en plus agité au fil des semaines. Son sourire paraissait forcé, et ses conversations avec Jack étaient maladroites, remplies de dialogues guindés qui suggéraient qu'ils suivaient tous deux un script qu'aucun n'avait entièrement mémorisé. Mais George avait toujours été ponctuel, toujours visible, attendant près de la boîte aux lettres à exactement 15h47 lorsque le bus 47 arrivait. L'arrêt de Jack approchait, 47 Elm Street. Une maison jaune pâle avec des garnitures blanches et un porche qui parlait de temps meilleur. La maison avait l'aspect légèrement usé d'un endroit qui avait été aimé, mais peut-être pas toujours entretenu avec soin. La peinture commençait à s'écailler autour des cadres de fenêtres, et les marches du perron montraient l'affaissement dû à des décennies d'utilisation. « Jack, mon chéri, on est presque à ton arrêt », appela doucement Patty, observant le garçon dans son rétroviseur. Au lieu de l'acquiescement habituel, un signe de tête ou un d'accord, Miss Patty tranquille, Jack sembla se recroqueviller davantage sur son siège. Ses jointures étaient blanches là où il agrippait les bretelles de son sac à dos, et Patty remarqua que ses yeux se dardaient vers la fenêtre avec ce qui ressemblait étrangement à de la peur. Alors que le bus approchait de la familière maison jaune, les yeux de Patty balayèrent la zone avec une vigilance automatique. La boîte aux lettres était vide. Pas de George Morrison attendant avec son énergie nerveuse caractéristique. C'était étrange. En 3 mois, il n'avait jamais manqué le but. Même pendant le bref orage d'il y a 2 semaines, il s'était tenu sous le porche couvert, mais il était toujours visible, toujours à l'affût. Mais ce n'était pas l'absence de George qui fit se nouer l'estomac de Patty d'un malaise soudain. C'était la berline noire aux vitres fortement teintées garée juste en face de la maison de Jack. La voiture avait l'air chère, peut-être une BMW ou une Mercedes, avec le genre de lignes épurées qui suggéraient beaucoup d'argent. Sa peinture était si sombre qu'elle semblait absorber la lumière plutôt que la refléter, et les vitres étaient teintées bien au-delà de ce que la loi du Massachusetts autorisait généralement. Plus révélateur encore, le moteur tournait. Elle pouvait voir le léger chatoiement des gaz d'échappement dans l'air frais d'automne. 2 silhouettes étaient assises au siège avant, leur visage complètement masqué par le verre sombre, mais leur attention était clairement fixée sur son bus avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Patty transportait des enfants depuis assez longtemps pour avoir développé ce qu'elle appelait en privé son radar maternel, un sens instinctif pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Ce radar hurlait maintenant des avertissements si forts qu'elle était surprise que les enfants dans le bus ne puissent pas les entendre. « Miss Patty », vint la petite voix de Jack de derrière elle, à peine plus qu'un murmure. « Miss Patty, est-ce qu'on s'arrête » Elle se tourna pour regarder Jack directement, le voyant pressé contre la fenêtre du côté opposé à sa maison. Son visage était pâle, livide. Il y avait quelque chose dans son expression qu'elle avait déjà vu chez des enfants véritablement effrayés. Pas la peur dramatique d'un film d'horreur, mais la terreur profonde et silencieuse qui vient d'un danger réel. « Jack », dit-elle doucement, sa main se déplaçant instinctivement vers le levier de commande de la porte, mais sans encore le tirer. « Est-ce que tout va bien, mon chéri ?» Les yeux du garçon se tournèrent vers la voiture noire, puis revinrent sur son visage, et dans ce regard, elle vit la confirmation de ses propres craintes. Il savait pour la voiture. Il s'y attendait, et cette connaissance le terrifiait. Un instant, elle pensa qu'il allait parler, qu'il allait lui dire ce qui lui donnait l'air d'un lapin pris dans les phares. Au lieu de cela, il secoua la tête presque imperceptiblement et murmura « Je ne veux pas descendre aujourd'hui ». Ces mots frappèrent Patty comme un coup physique. En 15 ans de conduite de bus scolaire, elle n'avait jamais entendu un enfant avoir vraiment peur de descendre du bus devant sa propre maison. La peur dans la voix de Jack était réelle et profonde, du genre qui vient de la connaissance plutôt que de l'imagination. Les autres enfants dans le bus commençaient à s'impatienter. « Allez, Jack !» cria Nathan depuis l'arrière. Certains d'entre nous veulent rentrer chez eux. « Ouais, ma mère fait des spaghettis ce soir,
ajouta Grace Wilson. Je meurs de faim. Mais Patty n'écoutait pas leurs plaintes. Elle regardait le visage de Jack, voyant la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations rapides et peu profondes. La façon dont ses mains tremblaient légèrement en agrippant son sac à dos. Elle observait aussi la berline noire dans sa vision périphérique, notant qu'aucun des occupants n'avait bougé depuis son arrivée, qu'il semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. En 15 ans de conduite de bus scolaire, Patricia O'Brien avait transporté plus de 10 000 enfants en toute sécurité à leur destination. Elle avait fait face à tout, des piqûres d'abeilles aux fractures, des brutes de cours de récréation aux urgences familiales. Elle avait appris à faire confiance à son instinct concernant les enfants, le danger, les signes subtils que quelque chose n'allait pas. George Morrison était introuvable. Jack Sullivan était terrifié, et 2 inconnus dans une voiture de luxe étaient assis devant sa maison, moteur en marche, observant la décision se cristallisa dans son esprit avec une clarté saisissante. Quoi qu'il soit censé se passer à cet arrêt, elle n'allait pas le laisser faire. Pas sous sa surveillance. Pas à l'un de ses enfants. Très bien, tout le monde, annonça-t-elle, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. Changement de plan. Nous devons faire un arrêt important avant que je puisse tous vous ramener à la maison. Quel genre d'arrêt ? Demanda Lucy Wilson, se penchant en avant sur son siège avec curiosité. Un arrêt important, répéta Patty, son pied appuyant sur l'accélérateur alors que le bus 47 s'éloignait du trottoir sans ouvrir ses portes. Dans son rétroviseur, elle vit les épaules de Jack s'affaisser de ce qui ressemblait à du soulagement, et elle sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Derrière eux, elle entrevit les occupants de la berline noire s'agiter, et elle regarda la voiture s'éloigner également du trottoir, s'insérant dans la circulation plusieurs véhicules derrière son bus. Ses mains se resserrèrent sur le volant, mais sa trajectoire resta stable. Miss Patty, la voix de Jack était à peine un murmure, mais elle porta clairement dans le silence soudain qui s'était abattu sur le bus. Où allons-nous ? Elle croisa son regard dans le rétroviseur, voyant une lueur d'espoir commencer à naître dans ses profondeurs vertes effrayées. C'était la première fois depuis des semaines qu'il la regardait directement. Quelque part en sécurité, mon chéri, dit-elle, sa voix portant toute la conviction et la protection que 15 ans de soins aux enfants lui avaient enseigné. Quelque part de très sûr. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les rues de Millbrook alors que le bus 47 changeait de cap, sa masse jaune se déplaçant avec détermination à travers le paysage suburbain tranquille. Au 3e rang, Jack Sullivan s'autorisa à respirer pour ce qui lui sembla être la première fois depuis des semaines. Tandis que derrière eux, la berline noire poursuivait sa poursuite prudente, ses occupants sortant maintenant leur téléphone portable pour passer des appels urgents. La radio grésilla sur son tableau de bord. La voix du répartiteur coupa le doux bourdonnement de conversation derrière elle. Bus 47, veuillez répondre. Nous avons un parent inquiet qui appelle au sujet d'un arrêt manqué sur Elm Street. Patty attrapa la radio d'une main tout en maintenant son cap de l'autre. Ici Bus 47, dit-elle calmement. Je gère une situation délicate concernant la sécurité. Nous fournirons les détails sous peu. Reçu, Bus 47. Avez-vous besoin d'aide ? Elle jeta un autre regard à Jack dans son rétroviseur, le voyant la regarder avec un mélange de peur et de confiance croissante. Oui, dit-elle dans la radio. Je crois que oui. Les autres enfants dans le bus s'étaient tus, sentant que quelque chose d'important se passait, même s'ils ne comprenaient pas quoi. Nathan avait rangé sa console de jeu. Les sœurs Wilson avaient cessé leur chuchotement. Ils regardaient leur trajet familier changer, le visage de Miss Patty dans le rétroviseur, et sentaient l'électricité étrange qui remplit l'air lorsque des gens ordinaires sont appelés à faire des choses extraordinaires. Alors que le bus 47 poursuivait son voyage imprévu dans les rues de Millbrook, Massachusetts, la lumière de l'après-midi s'adoucit. Au loin, le clocher du poste de police de Millbrook devenait visible, s'élevant au-dessus de la ligne des arbres comme un phare de sécurité dans un monde soudainement incertain. Le bâtiment était en briques rouges avec des garnitures blanches, construit dans les années 1960 lorsque la ville était devenue assez grande pour avoir besoin de sa propre force de police. Patricia O'Brien ne savait pas exactement vers quoi elle se dirigeait, mais elle savait avec une certitude absolue de quoi elle s'éloignait. Et parfois, dans la vie d'une conductrice de bus scolaire chargée de protéger la précieuse cargaison dont elle a la garde, cette connaissance suffisait à faire paraître la décision la plus extraordinaire comme la chose la plus naturelle du monde. Alors qu'ils approchaient de leur destination, Patty sentit un sentiment de justesse s'installer en elle.
Elle ne connaissait peut-être pas tous les détails de ce à quoi Jack Sullivan était confronté, mais elle reconnaissait la peur quand elle la voyait. Et elle savait que son travail, sa vocation, était de garder les enfants en sécurité. Tout le reste pourrait être réglé plus tard par des gens avec des badges, une formation et l'autorité de remettre les choses en ordre. La berline noire avait pris du retard, mais elle suivait toujours, ses occupants essayant sans aucun doute de trouver comment sauver le plan qui venait d'être perturbé par une conductrice de bus alerte et son engagement inébranlable envers les enfants dont elle avait la charge. Quoique George Morrison ait arrangé, quoique ces hommes dans la berline aient prévu, cela n'allait pas se produire aujourd'hui. Pas tant que Patricia O'Brien aurait son mot à dire. Le poste de police grandissait devant eux, son parking désormais visible à travers les arbres. Jack Sullivan était assis tranquillement au 3e rang, son sac à dos Star Wars toujours serré sur ses genoux, mais sa respiration s'était calmée. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un avait choisi de le protéger, et cette connaissance commençait à chasser la peur qui avait été sa compagne constante. Le bus scolaire jaune entra dans le parking du poste de police de Millbrook avec le grincement des freins à air et le léger balancement qui marqua la fin d'un voyage inhabituel. Le bâtiment en briques rouges se tenait, solide et rassurant, sur fond d'érable d'octobre, son drapeau américain claquant vivement dans la brise de l'après-midi. Patricia O'Brien coupa le moteur, et le silence soudain parut lourd de possibilités et de peur. « Pourquoi sommes-nous au poste de police ?» demanda Lucy Wilson depuis son siège, sa voix portant l'inquiétude curieuse que les enfants réservent aux détours inattendus de la routine. « Avons-nous des ennuis ?» murmura sa jeune sœur, Grace, serrant contre sa poitrine un cahier couvert d'autocollants de chevaux. Patty se tourna sur son siège pour faire face aux 15 enfants restants. Ses mains burinées tremblaient encore légèrement de l'adrénaline qu'il avait portée au cours des 10 dernières minutes. Derrière eux, à travers la lunette arrière, elle pouvait voir que la berline noire s'était garée sur une place de l'autre côté de la rue, ses occupants maintenant visibles comme des silhouettes sombres contre le vert teinté. « Personne n'a d'ennui, » dit-elle, sa voix portant l'autorité calme qui avait guidé des milliers d'enfants à travers des crises mineures au fil des ans. « Mais j'ai besoin que tout le monde reste dans le bus pendant quelques minutes pendant que je parle à quelqu'un à l'intérieur. »« D'accord, Miss Patty, » vint la voix de Jack du 3e rang. Plus forte maintenant qu'elle ne l'avait été devant sa maison, mais toujours empreinte d'incertitude. « Merci. » Ces simples mots portaient un poids qui serra la poitrine de Patty d'émotion. Elle avait eu raison de faire confiance à son instinct. Quoi qu'il ait attendu Jack Sullivan au 47 Elm Street, ce n'était pas la sécurité. « Tu n'as pas besoin de me remercier, mon chéri, » répondit-elle, croisant ses yeux verts dans le rétroviseur. « Reste tranquille. Je vais chercher de l'aide. » Alors que Patty descendait les marches du bus, ses jambes semblaient instables sous elle. 15 ans de routine ne l'avaient pas préparée à ce moment, à la transition de conductrice de bus à protectrice, de suivre des procédures à prendre des décisions qui pourraient changer la vie d'un enfant. L'air d'automne était vif sur son visage, portant l'odeur de la fumée de bois d'une cheminée et l'odeur terreuse des feuilles mortes. Les portes d'entrée du poste de police étaient en verre et en acier lourd, conçues pour projeter l'autorité et la sécurité. Alors qu'elle s'ouvrait avec un murmure mécanique, Patty se retrouva dans un hall qui sentait le café et les produits de nettoyage industriel. Les murs étaient peints dans des tons beige apaisants, décorés de récompenses de services communautaires et de photos d'événements locaux. Un banc en bois se trouvait contre un mur, sa surface lissée par d'innombrables citoyens venus chercher de l'aide ou la justice. Derrière le bureau de réception se trouvait l'agente Jennifer Walsh, une femme au début de la trentaine avec des yeux bruns bienveillants et des cheveux auburn tirés en un chignon réglementaire. Elle leva les yeux de son écran d'ordinateur à l'approche de Patty, son expression passant d'une politesse routinière à une préoccupation sincère en remarquant la détresse évidente de la femme plus âgée. « Puis-je vous aider ?» demanda l'agente Walsh, sa voix portant la chaleur professionnelle que les bons policiers cultivent pour traiter avec les civils en crise. « Je suis Patricia O'Brien. Je conduis le bus 47 pour le district scolaire, » commença Patty, ses mots sortant plus vite qu'elle ne le voulait. « J'ai une situation avec l'un de mes enfants et je pense qu'il pourrait être en danger. » L'agent Walsh attrapait déjà un stylo et un formulaire de rapport d'incident, sa formation s'activant automatiquement. « Quel genre de danger ? L'enfant est-il blessé ? » « Pas physiquement, pas que je puisse voir, » dit Patty, jetant un regard en arrière vers le parking où son bus se tenait comme un phare jaune de sécurité. Mais des hommes l'attendaient. Des hommes étranges dans une voiture, et son beau-père n'était pas là comme d'habitude et le garçon était terrifié. Il m'a supplié de ne pas le laisser descendre du bus. « Quel âge a l'enfant ? »
8 ans. Jack Sullivan. Il vit au 47 Elm Street avec sa mère et son beau-père, George Morrison. Les mains de Patty se tordaient ensemble tandis qu'elle parlait, ses bagues en argent captant la lumière fluorescente. Quelque chose ne va pas depuis des semaines. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais je pensais que c'était peut-être juste des problèmes d'adaptation, vous savez? Nouvelle situation familiale. L'agent Walsh écrivait rapidement, son stylo se déplaçant sur le formulaire avec une efficacité exercée. Quel genre de chose vous a fait penser que quelque chose n'allait pas? La question ouvrit un flot d'observations que Patty avait stocké inconsciemment pendant des semaines. Des bleus qui ne ressemblaient pas à des accidents de terrain de jeu, une coupure sur sa lèvre qu'il ne pouvait pas expliquer correctement. Il a répété des excuses à voix basse. Je l'ai entendu murmurer des choses comme « Je suis tombé dans les escaliers et je suis juste maladroit ». Il était un petit garçon si bavard, toujours à poser des questions. Mais dernièrement, il est devenu renfermé et effrayé. Et aujourd'hui, il y avait une berline noire aux vitres teintées garée en face de sa maison. 2 hommes à l'intérieur, moteur en marche, qui attendaient. George Morrison, c'est son beau-père, est toujours là pour accueillir le bus. Toujours. Mais aujourd'hui, il était introuvable. Et Jack? La voix de Patty se brisa légèrement, Jack a regardé cette voiture et j'ai pu voir qu'il savait ce que cela signifiait. Il était terrifié. L'agent Walsh posa son stylo et attrapa sa radio. Répartiteur, j'ai besoin du détective et au bureau d'accueil immédiatement. Nous avons une possible situation de mise en danger d'enfants. Pendant qu'elles attendaient, Patty se retrouva à étudier les photographies communautaires sur les murs. Millbrook semblait être le genre d'endroit où les policiers entraînaient des équipes de baseball junior et assistaient à des collectes de fonds scolaires. Il y avait une photo de la parade d'Halloween de l'année dernière, une autre du festival d'été annuel. C'était le genre de communauté où les gens veillaient les uns sur les autres, où l'inquiétude d'une conductrice de bus scolaire serait prise au sérieux plutôt que rejetée comme de la surprotection. La détective Rachel est sortie d'un couloir marqué « Enquête » moins de 3 minutes après l'appel. C'était une grande femme à la fin de la trentaine, avec des cheveux blonds coupés courts et des yeux gris intelligents qui semblaient tout voir d'un seul coup. Son blazer bleu marine était professionnel mais accessible, et elle se déplaçait avec la démarche assurée de quelqu'un habitué à gérer les crises. « Madame O'Brien, je suis la détective », dit-elle en lui tendant une poignée de main ferme. « Je crois comprendre que vous avez des inquiétudes concernant l'un des enfants sur votre trajet de bus. »« Jack Sullivan », répéta Patty, se sentant un peu plus calme maintenant qu'elle parlait à quelqu'un ayant l'autorité d'agir. 8 ans, il vit sur Elm Street. Détective, je conduis des bus scolaires depuis 15 ans, et je n'ai jamais vu un enfant aussi effrayé qu'il l'était aujourd'hui. Quelque chose ne va vraiment pas dans cette maison. La détective hocha la tête, son expression devenant plus sérieuse alors que Patty racontait les événements de la journée et ses semaines d'inquiétude croissante. La détective posa des questions pointues sur le comportement de Jack, sur l'attitude de George Morrison, sur la berline noire et ses occupants. « Où est Jack maintenant » demanda la détective. « Dans mon bus sur le parking. J'ai dit aux enfants de ne pas bouger pendant que j'entrais. » Patty jeta un coup d'œil vers les fenêtres, se rassurant que le bus 47 était toujours là, protégeant toujours sa précieuse cargaison. « J'aimerais lui parler, si cela ne vous dérange pas. Et je veux prendre une déposition formelle de votre part sur tout ce que vous avez observé. » La détective se dirigeait déjà vers la porte. « Commençons par nous assurer que Jack se sent en sécurité. » Elles traversèrent le parking ensemble, les clés de Patty cliquetant doucement dans l'air de l'après-midi. La berline noire était toujours visible de l'autre côté de la rue, ses occupants apparemment contents d'attendre et d'observer. La détective nota sa position d'un regard, mais ne fit aucun mouvement vers elle pour l'instant. « Jack » appela doucement Patty en remontant dans le bus. « Il y a quelqu'un ici qui veut te parler. C'est la détective, et elle est là pour aider. » La détective suivit Patty dans les marches du bus, sa présence changeant immédiatement l'atmosphère. Les enfants la regardèrent avec le mélange de curiosité et de respect que la plupart des enfants réservent aux policiers. Son insigne était visible à sa ceinture, ainsi que les autres outils de sa profession, mais son attitude était douce et non menaçante. « Salut, Jack » dit la détective, avançant lentement dans l'allée vers le 3e rang. « Miss Patty me dit que tu avais des inquiétudes à l'idée de rentrer à la maison aujourd'hui. Ça te dérangerait de m'en parler ?» Les yeux verts de Jack étaient grands ouverts alors qu'il levait les yeux vers la détective, mais il y avait quelque chose dans son calme qui semblait le rassurer. Il jeta un coup d'œil à Patty, qui hocha la tête pour l'encourager,
puis de nouveau à la détective. « Allez-vous me forcer à rentrer à la maison ?» demanda-t-il, sa voix petite mais claire. « Pas avant que nous ayons compris ce qui t'inquiète, » répondit la détective, s'asseyant sur le siège en face de lui. « Miss Patty dit que tu avais l'air effrayé quand tu as vu une voiture près de ta maison. Peux-tu m'en parler ?» Pendant un moment, Jacques resta silencieux, ses mains agrippant toujours son sac à dos Star Wars. Les autres enfants dans le bus s'étaient tus, sentant la gravité de la conversation, même s'ils n'en comprenaient pas toutes les implications. « Georges a parlé à des hommes, » dit finalement Jacques, ses mots sortant lentement et prudemment. « Ils viennent à la maison la nuit parfois, après que je sois censé dormir. Mais je les entends parler d'argent et de la façon dont certains enfants peuvent aller vivre avec de nouvelles familles qui peuvent leur donner de meilleures choses. » La détective sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle garda une expression neutre et encourageante. « Qu'est-ce que tu les as entendus dire d'autre ? » Georges doit de l'argent aux gens. Beaucoup d'argent. Il a peur quand le téléphone sonne et parfois il crie sur maman à propos des factures. La voix de Jacques devint plus petite. La semaine dernière, après que maman soit partie s'occuper de grand-mère, Georges m'a dit que des gens spéciaux pourraient vouloir me rencontrer. Il a dit qu'il pourrait me donner des opportunités que maman et lui ne pourraient pas. Où est ta maman maintenant, Jacques ? Elle est allée en Floride pour s'occuper de grand-mère, qui est très malade. Elle est partie depuis une semaine. Des larmes commençaient à se former dans les yeux de Jacques. Georges a dit qu'elle pourrait ne pas revenir avant longtemps et que ce serait peut-être mieux si j'allais vivre avec des gens qui voulaient vraiment un petit garçon. Patty sentit son cœur se briser en écoutant les paroles de Jacques. La manipulation, la préparation, la façon dont George Morrison avait préparé cet enfant à l'abandon. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. « Jacques, dit doucement la détective, tu as dit que tu avais entendu Georges parler d'argent à des hommes. A-t-il déjà dit combien d'argent ?» Le garçon hocha misérablement la tête. « Je l'ai entendu dire 50 000 $. Il a dit que ça résoudrait tous ses problèmes et me donnerait une vie meilleure en même temps. » La voix de Jacques tomba à un murmure. Il a dit que maman n'avait pas besoin de savoir avant qu'il ne soit trop tard. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un poids physique. La détective échangea un regard significatif avec Patty. Les deux femmes comprenaient toute l'horreur de ce qu'elles entendaient. Il ne s'agissait pas de violence domestique ou de négligence. C'était de la traite d'êtres humains, la vente d'un enfant au plus offrant. « Jacques, tu as été très courageux de nous dire ça, » dit la détective, sa voix ferme malgré la colère qu'elle sentait monter en elle. « Et Miss Patty a été très intelligente de t'amener ici au lieu de te laisser descendre du bus aujourd'hui. »« Ces hommes dans la voiture, » dit Jacques en regardant vers la fenêtre. « Ils étaient censés m'emmener quelque part. J'ai entendu Georges au téléphone ce matin. Il a dit que le colis serait prêt à être récupéré à 16 h. Le langage clinique colis, récupéré rendit Patty malade. Comment quelqu'un pouvait-il qualifier un enfant, le doux Jacques Sullivan avec son sac à dos usé et sa curiosité pour le monde, de colis à livrer? Détective, dit Patty doucement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous nous assurons que Jacques est en sécurité, répondit la détective en se levant du siège du bus. Et ensuite, nous aurons des conversations très sérieuses avec George Morrison et ses associés. Elle se tourna pour s'adresser aux autres enfants du bus, qui avaient écouté avec des yeux écarquillés et une compréhension croissante que quelque chose de très grave se passait. J'ai besoin que vous compreniez tous que ce que vous avez entendu aujourd'hui est très important et très privé. Jacques a montré beaucoup de courage en nous parlant et j'ai besoin que vous fassiez tous preuve de courage aussi en gardant cette conversation juste entre nous pour le moment. Pouvez-vous faire ça? Les enfants hochèrent la tête solennellement, leur jeune visage reflétant la gravité de la situation. Ils ne comprenaient peut-être pas tous les détails, mais ils comprenaient que leur ami Jacques avait été en danger et que les adultes autour d'eux travaillaient pour le garder en sécurité. « Miss Patty, » continua la détective, « je vais avoir besoin que vous appeliez votre répartiteur et que vous leur fassiez savoir que votre bus sera hors service pour le reste de l'après-midi. Ces enfants auront besoin d'un transport alternatif pour rentrer chez eux et Jacques restera ici pendant que nous réglons cette situation. » « Bien sûr, » répondit Patty, attrapant déjà sa radio. « Tout ce dont vous avez besoin. » Alors que la détective escortait Jacques hors du bus et dans le poste de police, Patty regarda à travers le pare-brise et ressentit un profond sentiment de soulagement mêlé de colère. Soulagement que Jacques soit maintenant sous la protection de personnes ayant l'autorité et la formation pour l'aider.
Colère qu'un enfant de 8 ans ait été mis dans une position où il avait besoin d'une telle protection de la part des personnes, même qui auraient dû le garder en sécurité. La berline noire de l'autre côté de la rue démarra son moteur et s'éloigna alors que Jacques disparaissait dans le poste de police. Ses occupants avaient apparemment réalisé que leur plan soigneusement élaboré avait été perturbé par une conductrice de bus alerte et le courage d'un enfant effrayé de dire la vérité. À l'intérieur du poste, Jacques Sullivan était assis dans une salle d'interrogatoire adaptée aux enfants, peinte en bleu et vert doux avec des jouets et des livres éparpillés sur des tables basses. La détective était assise en face de lui, son carnet ouvert, mais son attention entièrement concentrée sur le garçon devant elle. « Jacques, dit-elle doucement, je veux que tu saches que tu es en sécurité maintenant. Personne ne va te forcer à aller où que ce soit où tu ne veux pas aller. Mais j'ai besoin de te poser quelques questions supplémentaires pour que nous puissions nous assurer que d'autres enfants sont en sécurité aussi. D'accord ?» Jacques hocha la tête, ses yeux vers plus alertes maintenant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Pour la première fois depuis que sa mère était partie en Floride, il sentait qu'un adulte l'écoutait vraiment, croyait vraiment ce qu'il avait à dire. « Parle-moi de ces hommes qui sont venus rendre visite à Georges », l'incita la détective. « Les as-tu déjà vus clairement ?» L'un d'eux avait une grosse bague en or et parlait très fort, dit Jacques, sa mémoire devenant plus claire à mesure que sa peur s'apaisait. L'autre était plus maigre et vérifiait constamment son téléphone. Il se garait toujours dans l'allée pour que les voisins ne voient pas leur voiture. Georges a-t-il déjà mentionné leur nom? Il appelait le bruyant Monsieur Vincent. Je ne connais pas le nom de l'autre. Jacques fit une pause, réfléchissant. Il apportait des papiers parfois. Georges signait des choses et ensuite il lui donnait de l'argent. La détective sentit les pièces d'un plus grand puzzle commencer à s'assembler. Un réseau de trafic qui opérait par le biais du désespoir financier, qui ciblait les familles vulnérables et utilisait la dette comme levier pour acquérir des enfants. C'était sophistiqué, organisé et totalement impitoyable. « Jacques, tu as été incroyablement utile, » dit-elle en fermant son carnet et en se penchant en avant. « Je veux que tu saches que ce que Georges prévoyait était mal. Très mal. Les adultes sont censés protéger les enfants, pas leur faire de mal. Et ce que tu as fait aujourd'hui, en étant assez courageux pour dire la vérité à Miss Patty et à moi, a probablement sauvé non seulement toi, mais aussi d'autres enfants. » Pour la première fois depuis des semaines, Jacques Sullivan sourit. C'était un petit sourire, hésitant et fragile, mais il était réel. Il commençait à comprendre que la peur avec laquelle il vivait n'était pas de sa faute, et qu'il y avait des adultes dans le monde qui se battraient pour le protéger. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, la détective rassembla son équipe. Ils avaient un réseau de trafic à démanteler, un beau-père à arrêter et une mère en Floride qui devait être contactée immédiatement. Mais d'abord, ils avaient un enfant à protéger et une communauté à servir. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher sur Millbrook, projetant de longues ombres sur le parking du poste de police où le bus 47 était vide, son travail de protection terminé. Patricia O'Brien était rentrée chez elle, sa routine changeait à jamais par un moment de courage moral. Et dans la salle d'interrogatoire, Jacques Sullivan commençait le long processus de guérison, entouré d'adultes qui comprenaient que certaines choses, comme la sécurité des enfants, valaient n'importe quelle perturbation de l'ordre normal des choses. La détective Rachel était assise à son bureau au département de police de Millbrook, entourée d'une collection croissante de dossiers, de photographies et de preuves qui peignaient un tableau troublant de la descente de George Morrison dans le désespoir. Les néons au-dessus projetaient des ombres dures sur les documents étalés devant elle, chaque morceau de papier représentant une autre étape sur un chemin qui avait mené à la tentative de vente d'un garçon de 8 ans. Son café avait refroidi depuis des heures, mais elle le remarquait à peine, trop absorbée à reconstituer la toile de corruption et d'exploitation qui avait failli emporter Jacques Sullivan. Cela faisait 4 heures que Patricia O'Brien avait conduit le bus 47 dans leur parking, et pendant ce temps, l'enquête avait explosé pour devenir quelque chose de bien plus vaste qu'un simple cas de mise en danger d'enfant. Ce qui avait commencé comme l'instinct protecteur d'une conductrice de bus avait révélé un réseau de trafic sophistiqué qui s'étendait au-delà des frontières de l'État et impliquait plus d'enfants qu'elle ne voulait l'imaginer. Son bureau était maintenant le centre de commandement de ce qui promettait d'être l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire de Millbrook. Les preuves s'accumulaient à chaque appel téléphonique, chaque recherche de base de données, chaque pièce de documentation qui dépeignait George Morrison non pas comme le beau-père en difficulté qu'il semblait être, mais comme un homme désespéré qui avait franchi des lignes que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer approcher. La transformation de parents inquiets en trafiquants d'enfants ne s'était pas faite du jour au lendemain.
C'était une glissade progressive facilitée par la dépendance, la dette et les instincts prédateurs de personnes qui gagnaient leur vie en exploitant le désespoir humain. Détective, appela l'agent Tom Bradley de l'autre côté du bureau central, tenant une pile de papier assez épaisse pour étouffer un cheval. Son comportement habituellement joyeux avait été remplacé par la concentration sinistre qu'exigent les crimes graves, et sa cravate était desserrée après des heures de travail intensif. Les dossiers financiers de la banque de Morrison sont arrivés. Vous allez vouloir voir ça. Et vous voudrez probablement quelque chose de plus fort que du café quand vous le ferez. Elle leva les yeux de l'écran d'ordinateur où elle avait examiné pour la 3e fois le casier judiciaire de George Morrison, espérant trouver quelque chose qu'elle avait manqué et qui pourrait fournir un éclairage supplémentaire sur sa psychologie. Casier vierge, pas même une contravention au cours des 5 dernières années. Sur le papier, il semblait être exactement ce que Linda Sullivan pensait avoir épousé. Un homme stable et responsable qui pourrait assurer la sécurité pour elle et son fils. La réalité s'avérait bien plus sinistre que tout ce que Linda aurait pu imaginer en disant oui. Il y a 18 mois, l'agent Bradley s'approcha de son bureau, apportant non seulement des relevés bancaires, mais aussi ce qui semblait être des rapports de crédit, des demandes de prêts et une collection d'autres documents financiers qui avaient été faxés par diverses institutions. À 28 ans, Bradley était le plus jeune détective de la brigade, mais son souci du détail et sa persévérance à suivre les pistes papier lui avaient déjà valu le respect des agents vétérans qui avaient appris à apprécier la rigueur plutôt que l'esbrouf. Morrison perd de l'argent depuis 8 mois, dit Bradley, étalant les relevés bancaires sur le bureau d'eux et comme un joueur de poker révélant une main perdante. Regardez ces retraits d'espèces. 500 ici, 1000 là. Toujours en chiffres ronds, toujours à des distributeurs automatiques près d'établissements de jeux connus. Schéma classique de dépendance. Progression typique du pari occasionnel au jeu compulsif. Elle traça son doigt le long des colonnes de débit, regardant la vie financière de George Morrison sombrer dans le chaos avec la précision mathématique des intérêts composés fonctionnant à l'envers. Son salaire de superviseur d'entrepôt chez Millbrook Industrial Supply avait été stable à 62 000 $ par an. Pas riche, mais suffisant pour un style de vie modeste dans une ville où le coût de la vie était raisonnable. Mais les retraits montraient un homme poursuivant ses pertes avec des paris de plus en plus désespérés, chaque pari raté menant à des mises plus importantes dans une tentative vaine de se refaire. C'est ici que ça devient intéressant, continua Bradley, passant à un relevé d'il y a 2 mois et pointant une ligne qui fit se nouer l'estomac de Hay. Voyez ce dépôt ? 25 000 $ en espèces déposés le même jour où il a fait le plus gros retrait que nous ayons vu. 15 000 à une entité appelée Atlantic City Gaming Associate. À compte, murmura, se sentant malade en comprenant l'implication. Le moment était trop opportun pour être une coïncidence. Il a reçu 25 000 $ d'avance pour Jacques, puis a immédiatement utilisé la majeure partie pour essayer de regagner ses pertes. Mon Dieu, Tom. Il a vendu son beau-fils et a ensuite joué la majeure partie de l'argent le même jour. C'est pire. Regardez la ligne de mémo sur ce chèque d'il y a 3 semaines. Bradley pointa une annotation manuscrite qui glaça le sang de Hay. Arrangement Finové Torino. La manière décontractée dont la transaction avait été documentée, comme s'il s'agissait d'un paiement pour de l'aménagement paysager ou des réparations domiciliaires plutôt que de la vente d'un enfant, témoignait d'un niveau de déconnexion morale que Hay trouvait presque incompréhensible. George Morrison n'avait pas simplement pris une décision désespérée dans un moment de panique. Il avait planifié cette transaction, négocié les termes et l'avait documenté dans ses dossiers personnels comme si Jacques était un bien à transférer plutôt qu'un enfant vivant et respirant avec des pensées, des peurs et des rêves. Et se pencha en arrière dans sa chaise, le poids des preuves commençant à former une image claire d'exploitation systématique. Vincent Torino. Jacques avait mentionné un monsieur Vincent qui venait à la maison. Bradley, je veux que tu passes tout ce que nous avons sur Vincent Torino dans les bases de données fédérales. S'il est impliqué dans le trafic, le FBI aura un dossier sur lui, et je veux que tu croises toutes les références, associés, alias connus, immatriculation de véhicules, tout. Pendant que Bradley se dirigeait vers son terminal informatique, et tourna son attention vers les notes d'entretien de sa conversation avec Jacques, les révisant pour des détails qui auraient pu sembler insignifiants à l'époque, mais qui pourraient maintenant fournir des pistes cruciales. Le récit du garçon avait été remarquablement détaillé pour un enfant de 8 ans, mais elle avait appris au fil des ans que les enfants se souvenaient souvent des événements traumatisants avec une clarté saisissante. Leurs esprits, pas encore entraînés à rejeter les vérités inconfortables ou à rationaliser les réalités dérangeantes,
absorbait et retenait des informations que les adultes pourraient négliger ou modifier inconsciemment. Selon Jacques, les conversations qu'il avait surprises peignaient un tableau d'exploitation systématique qui allait bien au-delà du désespoir individuel de George Morrison. Il ne s'agissait pas d'une décision de dernière minute motivée par une seule crise financière. Le processus de préparation avait commencé des mois avant que Linda Sullivan ne parte pour la Floride, avec George préparant progressivement Jacques à l'idée qu'il pourrait être mieux avec une autre famille. Le moment du départ de Linda n'avait pas été une coïncidence. Il avait été orchestré pour fournir à George l'accès non supervisé dont il avait besoin pour finaliser la transaction. La manipulation psychologique impliquée était aussi dérangeante que les aspects financiers. George avait systématiquement miné le sentiment de sécurité et d'appartenance de Jacques, semant des doutes sur l'amour de sa mère et sa place dans leur famille. Il avait présenté le trafic comme une opportunité plutôt qu'un abandon, présentant la vente de Jacques comme un acte généreux qui profiterait à tout le monde. La sophistication de cette approche suggérait un encadrement de personnes qui comprenaient comment briser la résistance naturelle d'un enfant à la séparation de sa famille. Et décrocha son téléphone et composa le numéro de Linda Sullivan que Jacques avait fourni, notant qu'il s'agissait d'un indicatif régional de Floride. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix fatiguée ne réponde, portant le ton épuisé de quelqu'un qui était assis au chevet d'un hôpital depuis des jours. « Allô ? Madame Sullivan, ici la détective Rachel est du département de police de Millbrook au Massachusetts. Je vous appelle au sujet de votre fils, Jacques. » Le silence à l'autre bout du fil s'étira si longtemps que Hay commença à craindre qu'il n'ait été déconnecté. Quand Linda Sullivan parla enfin, sa voix portait l'épuisement creux de quelqu'un qui s'attendait à de mauvaises nouvelles depuis si longtemps que leur arrivée ressemblait presque à un soulagement. « Est-il blessé ? Oh mon Dieu, que s'est-il passé ? Je savais que je n'aurais pas dû le laisser avec George, mais maman était mourante et je n'avais pas le choix. Et George a dit qu'il pouvait gérer ça, que ce serait bien pour eux de créer des liens. Et j'ai pensé que peut-être s'ils avaient du temps seuls ensemble, ils pourraient enfin se connecter comme je l'avais toujours espéré. » Les mots sortirent d'un trait, les justifications désespérées d'une mère qui luttait contre la culpabilité d'avoir laissé son enfant avec un homme qui, bien que légalement son mari, était encore essentiellement un étranger pour son fils. Et pouvait entendre des bruits d'hôpital en arrière-plan, le bip des moniteurs, les conversations calmes du personnel médical, le bourdonnement institutionnel d'un endroit où les gens vont pour combattre la mort. Madame Sullivan, interrompit doucement. Jacques est en sécurité. Il est ici au poste de police et il n'est pas blessé. Mais nous devons parler des activités de votre mari pendant votre absence. George n'est pas son père, dit rapidement Linda, une note défensive s'insinuant dans sa voix qui témoignait de mois passés à expliquer leur situation familiale aux enseignants, aux voisins et aux parents bien intentionnés. Je veux dire, c'est mon mari, mais c'est le beau-père de Jacques. Ils s'habituent encore l'un à l'autre. Le vrai père de Jacques est mort quand il avait 3 ans, et ça a été dur pour lui d'accepter George. Y a-t-il eu une sorte d'accident ? Jacques s'est-il enfui ? J'ai été si inquiète de le laisser, mais maman n'a plus que quelques jours, peut-être des heures, et je ne pouvais pas l'abandonner. Elle choisit ces mots avec soin, consciente qu'elle était sur le point de briser le monde de cette femme de manière qui résonnerait pendant des années. Madame Sullivan, nous avons des raisons de croire que votre mari prévoyait de faire du mal à Jacques. Nous avons intercepté ce qui semble être une tentative de l'enlever de votre domicile sans votre consentement. Le son qui sortit du téléphone n'était pas tout à fait un cri, mais quelque chose de brut et de plus primal. Le bruit qu'une mère fait lorsqu'elle réalise que son enfant a été en danger de mort alors qu'elle était impuissante à le protéger. Il fut suivi d'un fracas, comme si Linda avait laissé tomber le téléphone ou renversé quelque chose. Que voulez-vous dire par l'enlever ? George ne ferait pas de mal à Jacques. Il a tellement essayé d'être un bon beau-père. Bien sûr, ils ne se sont pas connectés comme je l'espérais. Et parfois George est frustré parce que Jacques peut être difficile à accepter, mais George l'aime. Il m'a dit qu'il l'aimait. Il a dit qu'il voulait être le père que Jacques n'a jamais eu. La qualité désespérée de la voix de Linda Sullivan rappela à Hay d'autres cas où les membres de la famille luttaient pour accepter que quelqu'un en qui ils avaient confiance avait commis des actes impensables. La capacité de l'esprit humain au déni face à la trahison par des êtres chers était à la fois compréhensible et déchirante. Madame Sullivan, nous avons des preuves que votre mari a été en contact avec des individus impliqués dans la traite d'êtres humains. D'après les conversations que Jacques a surprises et les dossiers financiers que nous avons obtenus, nous pensons que George prévoyait de vendre Jacques à ces individus. Le silence cette fois fut complet et dura si longtemps que Hay commença à compter ses propres battements de cœur.
Elle pouvait entendre la respiration de Linda Sullivan devenir rapide et peu profonde, le son de quelqu'un traitant des informations qui remettaient fondamentalement en question tout ce qu'elle croyait sur sa vie et les gens qui l'entouraient. Vous avez tort. Vous devez vous tromper. George ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. La voix de Linda se brisa et elle put l'entendre commencer à sangloter. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les questions qu'il a posées avant que je parte. Il voulait savoir exactement quand je reviendrais. Combien de temps je pensais qu'il restait à maman. Si quelqu'un d'autre savait où je logeais. Il a posé des questions sur l'acte de naissance de Jacques, sa carte de sécurité sociale, ses dossiers médicaux. Je pensais qu'il s'inquiétait juste de gérer seul avec Jacques, de ce qu'il fallait faire en cas d'urgence. Madame Sullivan, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Jacques est en sécurité, mais nous allons avoir besoin que vous retourniez au Massachusetts dès que possible. Il y aura des procédures judiciaires, et Jacques va avoir besoin de sa mère plus qu'il n'a jamais eu besoin de personne dans sa vie. Je ne peux pas quitter maman. Elle est en train de mourir. Elle pourrait partir n'importe quel jour et je suis tout ce qui lui reste. Le médecin a dit que ça pourrait être des heures, des jours, mais pas longtemps. Comment puis-je choisir entre ma mère mourante et mon fils qui a été? La voix de Linda se dissolut à nouveau en sanglots. Elle comprenait la position impossible dans laquelle cela mettait Linda Sullivan, déchirée entre une mère mourante et un fils qui avait failli être vendu. C'était exactement le genre de situation sur laquelle des prédateurs comme George Morrison comptaient, des crises familiales qui isolaient les victimes potentielles et créaient des opportunités d'exploitation. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait rester avec votre mère? Un parent, un ami de la famille, quelqu'un de votre église? Ma cousine Marie vit à environ 1 heure d'ici. Elle pourrait probablement... Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que cela se produit. Comment n'ai-je rien vu? Comment ai-je pu épouser quelqu'un qui pourrait faire ça à mon bébé? Quelle sorte de mère laisse son enfant avec un monstre et ne s'en rend même pas compte? L'auto-accusation dans la voix de Linda Sullivan était douloureuse à entendre, mais elle avait déjà vu dans des cas de trahison familiale. Les parents, en particulier les mères, se blâmaient souvent de ne pas avoir reconnu les menaces au sein de leur propre foyer, comme si l'amour aurait dû leur fournir une intuition surnaturelle sur le cœur des personnes en qui elles avaient confiance. Madame Sullivan, il n'y avait aucun moyen pour vous de le savoir. Les trafiquants ciblent spécifiquement les familles vulnérables et ils sont doués pour paraître dignes de confiance. Les gens comme votre mari sont souvent charmants, serviables et apparemment dévoués à leur famille. C'est ainsi qu'ils obtiennent l'accès aux enfants en premier lieu. Votre priorité doit maintenant être de revenir ici pour soutenir Jacques. Je conduirai toute la nuit. Je peux être là demain après-midi si je pars maintenant. J'appellerai Marie et elle pourra veiller sur maman. Dieu, j'espère que maman mourra avant que je doive lui dire ce que George a essayé de faire à Jacques. Cela lui briserait le cœur. La voix de Linda devenait plus forte, se concentrant sur l'action plutôt que sur la culpabilité. Puis-je lui parler? Puis-je parler à Jacques? J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin de savoir qu'il va vraiment bien. Bien sûr. Laissez-moi vous transférer à la salle des services familiaux où il attend. Elle traversa le couloir jusqu'à l'endroit où Jacques était assis avec Maria Santos, une spécialiste des services à l'enfance arrivée 2 heures plus tôt. Maria était une femme au début de la quarantaine avec des yeux bienveillants et le comportement patient qui vient d'années à aider des enfants traumatisés à surmonter des crises qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. La pièce était conçue pour être réconfortante pour les enfants en crise, avec des couleurs douces et des meubles confortables qui ne semblaient pas institutionnels. Quelqu'un avait judicieusement fourni des jouets, des livres et des fournitures d'art pour aider les enfants à traiter leurs expériences par le jeu et la créativité. Jacques coloriait dans un livre d'illustrations de super-héros, sa langue sortant légèrement en signe de concentration alors qu'il restait soigneusement dans les lignes d'une image montrant Superman sauvant un groupe d'enfants d'un bâtiment en feu. Le symbolisme n'échappa pas à elle. Même dans ses choix artistiques, Jacques gravitait vers des histoires de protection et de sauvetage. Jacques, dit doucement et en s'accroupissant à son niveau. Ta maman est au téléphone. Elle veut te parler. Le visage du garçon s'illumina du premier vrai sourire que elle avait vu de lui, une expression qui transforma ses traits et lui rappela à quel point il était jeune. Maman? Est-ce qu'elle rentre à la maison? Elle rentre, mon chéri. Elle va conduire toute la nuit pour arriver ici. Elle lui tendit le téléphone, puis recula pour lui donner de l'intimité tout en restant assez proche pour intervenir si nécessaire. Maman. La voix de Jacques portait une joie et un soulagement égaux, le son d'un enfant qui avait eu peur que son monde s'effondre, découvrant soudain que le salut était possible.
J'avais peur que tu ne reviennes pas. George a dit que peut-être tu préférais t'occuper de grand-mère plutôt que de t'occuper de moi. Il a dit que ce serait peut-être plus facile pour tout le monde et sentit une autre vague de colère contre la manipulation de George Morrison. Même si le plan de trafic avait échoué, les dommages psychologiques qu'il avait infligés à cet enfant prendraient du temps à guérir. Les graines du doute et de l'abandon que George avait plantées devraient être soigneusement déracinées par la thérapie et des assurances constantes. Non, bébé, non, la voix de Linda était claire au téléphone, audible même d'où se tenait. Je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon bébé, mon cœur, et je ne te quitterai plus jamais. Ce que George t'a dit était un mensonge, mon chéri. Des mensonges terribles. Pendant que Jack parlait à sa mère, elle retourna au bureau central où l'agent Bradley imprimait ce qui semblait être un dossier substantiel de la base de données du FBI. L'imprimante tournait à plein régime, produisant page après page de documentation qui témoignait de l'ampleur et de la sophistication de l'entreprise criminelle qu'ils avaient découverte. Vincent Torino est un homme très dangereux, dit Bradley sans préambule, lui tendant une épaisse pile de papier encore chaude de l'imprimante. Il est sur le radar du FBI depuis 3 ans en tant qu'opérateur de niveau intermédiaire dans un réseau de trafic spécialisé dans ce qu'ils appellent les adoptions privées. Des clients fortunés qui veulent des enfants mais ne veulent pas s'occuper des procédures d'adoption légales, des vérifications d'antécédents, des périodes d'attente ou de toutes les garanties que les agences d'adoption légitimes exigent. Et parcouru le dossier, sa colère grandissant à chaque page. L'opération de Torino était sophistiquée et de grande envergure, avec des clients à travers le pays et des liens avec des réseaux similaires à l'international. L'organisation fonctionnait comme une entreprise, avec des supports marketing, des listes de prix et des protocoles de service client qui traitaient les enfants comme des produits de luxe à acquérir et à livrer selon les préférences de l'acheteur. Le tarif en vigueur pour les enfants américains en bonne santé entre 6 et 10 ans se situe entre 40 000 et 60 000 $, poursuivit Bradley, lisant son écran d'ordinateur. L'organisation de Torino fournit des dossiers d'identité complets, nouveaux actes de naissance, dossiers médicaux, même des relevés de notes. Les enfants disparaissent essentiellement de leur ancienne vie et sont insérés dans de nouvelles avec des familles qui ont payé des prix élevés pour eux. Que arrive-t-il aux enfants qui ne s'adaptent pas bien à leur nouvelle situation ? Demanda, bien qu'elle redoutât la réponse. L'expression de Bradley devint encore plus sinistre. Selon le dossier du FBI, les enfants qui causent des problèmes ou essaient de contacter leur famille d'origine disparaissent souvent complètement. L'hypothèse est qu'ils sont soit tués, soit vendus dans des situations plus exploitantes, travail des enfants, exploitation sexuelle, ou simplement abandonnés lorsqu'ils deviennent trop difficiles à gérer. L'ampleur de ce que Patricia O'Brien avait empêché en faisant confiance à son instinct devenait claire. Jack Sullivan n'avait pas simplement été sauvé d'un déménagement désagréable. Il avait été sauvé d'une vie de captivité qui aurait très bien pu se terminer par la mort. La décision d'une fraction de seconde de la conductrice de bus de continuer à conduire avait littéralement sauvé la vie d'un enfant. Il y a plus, dit Bradley, tournant son écran d'ordinateur pour qu'elle puisse le voir. L'opération de Torino a été liée à 17 cas d'enfants disparus dans 6 États au cours des 2 dernières années. Tous ont été enlevés à des familles en difficulté financière, et tous avaient des beaux-parents ou des tuteurs qui ont ensuite affirmé que les enfants s'étaient enfuis ou avaient été enlevés par des étrangers. Et étudia les visages sur la base de données des enfants disparus, voyant des échos de Jack Sullivan dans chaque jeune visage. Il ne s'agissait pas d'enlèvements aléatoires. C'étaient des acquisitions soigneusement planifiées, ciblant des enfants dont les disparitions pouvaient être expliquées par un dysfonctionnement familial ou une rébellion adolescente. Les trafiquants avaient perfectionné un système qui leur permettait de voler des enfants au vu et au su de tous tout en fournissant des explications plausibles qui décourageaient les enquêtes intensives. Regardez ce schéma, continua Bradley, pointant une carte sur son écran qui montrait les emplacements des cas d'enfants disparus. Il cible les petites villes et les zones suburbaines où les familles font confiance à leurs voisins et où les enfants ont plus de liberté. Des endroits comme Millbrook, où les gens ne s'attendent pas à ce genre de comportement prédateur. Le schéma géographique était révélateur. Plutôt que d'opérer dans des zones urbaines où les forces de l'ordre pourraient être plus sophistiquées et méfiantes, les trafiquants s'étaient concentrés sur des communautés où les gens croyaient encore en la bonté fondamentale de leurs voisins. Ils exploitaient la confiance et l'ouverture même qui rendaient les petites villes des endroits attrayants pour élever des familles. Nous devons agir vite, dit et en attrapant son téléphone. Si Morrison se rend compte que Jack n'a pas été récupéré, il va prendre la fuite.
Et si les gens de Torino pensent que l'opération a été compromise, ils commenceront à détruire les preuves et à faire disparaître les témoins. Nous pourrions perdre notre chance de sauver ces 17 autres enfants. Elle composa le numéro du capitaine Frank Reynolds, le commandant de la division des détectives. Reynolds répondit à la première sonnerie, sa voix rauque portant l'autorité de 30 ans dans les forces de l'ordre, et la sagesse qui vient d'avoir vu l'humanité à son meilleur et à son pire. Capitaine, c'est. Ce cas de mise en danger d'enfants de cet après-midi s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Nous examinons un réseau de trafic multi-États, et nous devons nous coordonner avec le FBI immédiatement. À quel point plus grand? Potentiellement des dizaines d'enfants disparus, une opération de trafic organisée avec des clients à travers le pays, des transactions financières de centaines de milliers de dollars. Et jeta un coup d'œil aux preuves étalées sur son bureau. Et nous avons un témoin qui peut identifier au moins 2 des opérateurs, ainsi que des dossiers financiers qui documentent toute la transaction. Je passerai les appels. Dans combien de temps pouvez-vous avoir un briefing complet prêt pour les agents fédéraux? Donnez-moi 2 heures. Mais, capitaine, nous devons procéder aux arrestations locales ce soir. Si nous attendons jusqu'à demain matin, Morrison et ses contacts vont disparaître, et nous perdrons notre chance d'empêcher d'autres enfants de vivre ce que Jack a failli vivre. D'accord. Je ferai en sorte que des unités de patrouille soient prêtes pour les mandats d'arrêt dès que vous pourrez les rédiger. Et, bon travail. Cette conductrice de bus a peut-être juste fait éclater l'un des plus grands cas de trafic que nous ayons jamais vus. En raccrochant le téléphone, elle sentit la montée d'adrénaline familière qui accompagne les grandes percées dans une affaire. Mais sous l'excitation professionnelle se trouvait un courant de colère plus profond. Colère contre les adultes qui n'avaient pas réussi à protéger les enfants. Colère contre un système qui permettait à une telle exploitation de prospérer au vu et au su de tous, et colère contre son propre département pour ne pas avoir reconnu le schéma plus tôt. Elle retourna dans la salle des services familiaux où Jack parlait toujours tranquillement à sa mère. La posture du garçon avait complètement changé depuis le début de l'appel téléphonique. Ses épaules n'étaient plus voûtées défensivement et la vigilance craintive avait été remplacée par quelque chose approchant l'animation normale de l'enfance. Il riait même de quelque chose que sa mère avait dit, un son qui rappela à et pourquoi la protection des enfants valait n'importe quelle perturbation professionnelle ou risque personnel. Détective, dit doucement Maria Santos. J'ai réfléchi au placement de Jack pour ce soir. Sa mère n'arrivera que demain après-midi, et évidemment, il ne peut pas retourner à la maison sur Elm Street. Quelles sont nos options? J'ai une famille d'accueil spécialisée dans les placements d'urgence pour les enfants en situation de crise. Les Henderson font cela depuis 10 ans et ils sont excellents pour aider les enfants à se sentir en sécurité pendant qu'ils traitent leur traumatisme. Ils ont de l'expérience avec les cas de trafic, donc ils comprennent les problèmes de sécurité et le soutien psychologique dont Jack aura besoin. Et hocha la tête, reconnaissante de l'expertise de Maria. La dernière chose dont Jack avait besoin était d'être placé avec des soignants bien intentionnés mais non préparés qui pourraient involontairement le retraumatiser. Cela semble approprié. Pourront-ils gérer les problèmes de sécurité? Nous ne savons pas si Morrison a d'autres associés qui pourraient essayer de récupérer Jack. Je coordonnerai avec la patrouille pour avoir des passages périodiques devant leur maison. Les Henderson vivent dans un quartier calme avec de bonnes lignes de vue, donc la surveillance ne sera pas difficile à maintenir discrètement. Ils ont aussi un système de sécurité et un grand chien qui est très protecteur envers les enfants dont ils ont la garde. Jack termina son appel téléphonique et rendit le combiné à Hay. Ses yeux verts brillaient de larmes qui semblaient être à parts égales soulagement et peur persistante. La conversation avec sa mère avait clairement aidé, mais elle pouvait voir qu'il lui faudrait du temps pour traiter pleinement ce qui s'était passé et ce que cela signifiait pour son avenir. Maman rentre à la maison, dit-il simplement. Elle a dit qu'elle ne me quitterait plus jamais et que George avait tort sur tout. Elle a dit qu'elle m'aimait plus que toutes les étoiles dans le ciel. C'est merveilleux, Jack, répondit et en s'accroupissant à nouveau à son niveau. Et jusqu'à ce qu'elle arrive, nous allons nous assurer que tu restes quelque part de sûr et confortable. Il y a une gentille famille appelée les Henderson qui s'occupe des enfants qui ont besoin d'un endroit où rester pour quelques jours. Sont-ils gentils? Demanda Jack, la question portant toute la lassitude d'un enfant qui avait appris que tous les adultes ne pouvaient pas être dignes de confiance. Est-ce qu'ils essaieront de me donner, moi aussi? La question brisa le cœur de Hay, révélant à quel point la trahison de George Morrison avait ébranlé le sentiment fondamental de sécurité de Jack. Ils sont très gentils, et ils ne te donneraient jamais, jamais.
Leur travail est de te garder en sécurité jusqu'à ce que ta maman arrive. Ils ont un chien nommé Buddy qui adore jouer à rapporter, intervint Maria Santos. Et Madame Henderson fait les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat de Millbrook. Elle en prépare toujours une fournée fraîche pour les nouveaux enfants qui viennent séjourner chez eux. Pour la première fois depuis le début de la crise, Jack rit. J'aime les chiens, dit-il timidement. J'ai demandé un chien à maman, mais George a dit qu'il causait trop de problèmes et coûtait trop cher. Alors que le soir tombait sur Millbrook, le poste de police bourdonnait d'une activité qui n'avait rien à voir avec la routine habituelle des délits mineurs et des infractions routières. Les agents préparaient des mandats d'arrêt. Des agents fédéraux étaient en route depuis Boston. Et quelque part dans l'obscurité grandissante, George Morrison ignorait que son crime soigneusement planifié avait été déjoué par les instincts maternels d'une conductrice de bus scolaire et le courage d'un garçon de 8 ans de dire la vérité. L'enquête était loin d'être terminée. Il y avait d'autres enfants à trouver, d'autres trafiquants à arrêter, d'autres familles à réunir. Mais la victoire la plus importante avait déjà été remportée. Jack Sullivan était en sécurité. Sa mère rentrait à la maison. Et un réseau de trafic qui avait détruit d'innombrables familles était sur le point de faire face à tout le poids de la justice. Dans la salle des services familiaux, Jack coloriait soigneusement une image de Superman, ses petites mains stables maintenant qu'il savait que les héros, parfois sous la forme de conducteurs de bus et de détectives de police, existaient vraiment dans le monde. L'arrestation de George Morrison eut lieu à exactement 21h37, alors que l'obscurité automnale s'installait sur les rues tranquilles de Millbrook comme une lourde couverture. La détective Rachel était assise sur le siège passager d'une voiture de police banalisée, observant la maison jaune pâle du 47 Elm Street à travers des jumelles de vision nocturne. Les fenêtres brillaient d'une chaude lumière de lampe, créant une illusion de tranquillité domestique qui rendait la réalité de ce qui avait failli se passer entre ces murs encore plus dérangeante. La cible se déplace à l'intérieur, rapporta l'agent Bradley depuis le siège du conducteur, sa voix à peine plus qu'un murmure malgré le fait qu'ils étaient garés à 3 maisons de là. On dirait qu'il est dans la cuisine, faisant les 100 pas. Il est au téléphone depuis 10 minutes. Et ajusta son oreillette, écoutant les échanges coordonnés de l'équipe tactique qui s'était positionnée autour de la maison des Morrison. 6 agents avaient pris des positions stratégiques, 2 à la porte arrière, 2 couvrant les fenêtres latérales, et 2 se préparant à approcher de l'entrée principale. Les agents du FBI venus de Boston surveillaient l'opération depuis un véhicule de commandement garé au coin de la rue, prêt à prendre en charge George Morrison une fois l'arrestation locale terminée. À toutes les unités, ici le commandement, vint la voix du capitaine Reynolds à travers leur radio. Le sujet doit être considéré comme potentiellement dangereux et définitivement désespéré. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait tenter de fuir ou de détruire des preuves. Procédez avec une prudence maximale. Et sentit son rythme cardiaque augmenter à l'approche du moment de la confrontation. En 12 ans en tant que détective, elle avait participé à des dizaines d'arrestations, mais celle-ci semblait différente. Les enjeux étaient plus élevés, les implications plus larges, et le poids émotionnel de la quasi-tragédie de Jack Sullivan rendait chaque détail amplifié et crucial. Équipe Alpha, avancez, ordonna le capitaine Reynolds. Et observa à travers ses jumelles 2 agents s'approcher de la porte d'entrée du 47 Elm Street, leurs mouvements prudents et coordonnés. L'officier de tête, le sergent Mike Walsh, était un vétéran de 20 ans avec une réputation de professionnalisme calme, même dans des situations de stress élevé. Sa partenaire, l'agente Lisa Chin, était plus nouvelle dans la force, mais s'était déjà montrée capable dans des circonstances difficiles. Le son de la sonnette résonna faiblement dans le quartier calme, suivi par l'aboiement sec d'un chien quelque part à proximité. Elle retint son souffle, attendant que George Morrison réponde à la porte et que cette phase de l'enquête commence pour de bon. Il fallut près de 2 minutes pour que la porte s'ouvre. Et quand ce fut le cas, George Morrison apparut dans l'embrasure, ressemblant exactement à ce qu'il était, un homme dont le monde soigneusement construit commençait à s'effondrer autour de lui. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre, sa chemise froissée et partiellement sortie de son pantalon, et ses yeux avaient la qualité sauvage et fuyante de quelqu'un qui savait que ses secrets étaient sur le point d'être exposés. George Morrison ? La voix du sergent Walsh porta clairement dans l'air calme de la nuit. Oui, c'est moi. Quelque chose ne va pas ? Est-il arrivé quelque chose à Linda ? À Jack ? La voix de George portait ce qui ressemblait à une préoccupation sincère. La performance d'un homme qui n'avait pas encore réalisé que sa tromperie avait été découverte. Monsieur Morrison, je suis le sergent Walsh du département de police de Millbrook.
nous devons vous parler de Jack Sullivan. Pouvons-nous entrer ?» Et observa le langage corporel de George changer subtilement, ses épaules se tendant et son poids se déplaçant vers l'arrière comme s'il se préparait à fuir. Mais après un moment d'hésitation, il s'écarta et permit aux agents d'entrer dans sa maison. « Il est à l'intérieur », rapporta Bradley doucement. « Équipe Beta, maintenez vos positions. Nous ne voulons pas qu'il s'échappe par l'arrière. » Les minutes suivantes passèrent avec une lenteur angoissante alors que attendait des nouvelles de l'intérieur de la maison. Elle pouvait voir des ombres bouger derrière les fenêtres, les silhouettes des agents et de George Morrison engagés dans ce qu'elle espérait être une reddition pacifique. Mais elle savait aussi que les gens désespérés étaient capables d'actions désespérées. Et George Morrison avait déjà démontré que ses limites morales étaient bien plus flexibles que celles de la plupart des gens. « Détective » vint la voix du sergent Walsh à travers son oreillette. « Vous devez entrer. Morrison demande un avocat, mais il fait aussi des déclarations que vous devez entendre. » Hay et Bradley sortirent rapidement de leur véhicule et s'approchèrent de la maison, leurs pas crissant doucement sur les feuilles mortes qui jonchaient l'allée. L'air d'automne était vif et pur, en décomposition. C'était le genre de soirée qui aurait dû être paisible, le genre de nuit où les familles se réunissent autour de la table du dîner et où les enfants font leurs devoirs pendant que leurs parents regardent la télévision. À l'intérieur de la maison, George Morrison était assis sur un canapé de couleur crème dans ce qui semblait être le salon, ses mains jointes fermement sur ses genoux et son visage pâle avec la réalisation que son monde venait de s'effondrer. La pièce elle-même était agréable et banale. Des photos de famille sur le manteau de la cheminée, une bibliothèque remplie de romans de poche et de livres pour enfants, une table basse parsemée de magazines et de télécommandes. Cela ressemblait à la maison de gens ordinaires menant des vies ordinaires, ce qui rendait le mal extraordinaire qui avait été planifié entre ces murs encore plus glaçant. « Monsieur Morrison » dit et en entrant dans la pièce. « Je suis la détective Hay. Je crois que vous savez pourquoi nous sommes ici. » George leva les yeux vers elle avec des yeux qui semblaient avoir vieilli de plusieurs années au cours des dernières heures. « C'est à propos de Jack, n'est-ce pas? Il est arrivé quelque chose à Jack. J'ai appelé et appelé, mais personne ne voulait me dire où il était. L'école a dit qu'il n'était jamais rentré à la maison. Mais j'attendais. J'étais censé attendre. » La performance était impressionnante, elle devait l'admettre. Si elle n'avait pas su ce qu'elle savait, l'inquiétude de George Morrison pour son beau-fils aurait pu sembler sincère. Mais sachant ce qu'elle savait de ses plans pour Jack, sa détresse apparente ressemblait davantage à la frustration d'un criminel dont les plans soigneusement élaborés avaient mal tourné. « Jack est en sécurité, monsieur Morrison. Il est en garde à vue, et c'est là qu'il va rester pendant que nous élucidons ce que vous aviez l'intention de lui faire. » La couleur quitta complètement le visage de George, et regarda le faux-semblant s'effondrer enfin. « Je ne sais pas ce que vous pensez savoir, mais... » « Nous savons pour Vincent Torino, interrompit, notant comment George tressaillit au nom. « Nous savons pour la compte de 25 000 $. Nous savons pour la récupération prévue cet après-midi. Nous savons pour le prix de vente de 50 000 $. Plus important encore, nous savons pour les 17 autres enfants qui ont disparu à travers le réseau de Torino. » Les épaules de George Morrison s'affaissèrent comme si le poids de ses crimes était soudainement devenu trop lourd à porter. « Vous ne comprenez pas, dit-il doucement. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de devoir autant d'argent à ce genre de personnes. Ils m'auraient tué. Ils allaient me tuer. Alors, vous avez décidé de vendre votre beau-fils à la place. » Et garda sa voix neutre, professionnelle, mais elle sentait sa colère monter. « Un garçon de 8 ans qui vous faisait confiance, qui comptait sur vous pour sa protection. »« Jack ne m'a jamais aimé de toute façon, » dit George, sa voix prenant un ton plaintif et défensif. « Il ne m'a jamais accepté comme son beau-père. Linda a essayé de nous faire créer des liens, mais il m'a toujours en voulu. Il aurait été mieux avec une famille qui le voulait vraiment. » La rationalisation était à couper le souffle par son égoïsme. Et avait entendu des criminels justifier leurs actions auparavant, mais l'idée que George Morrison s'était convaincu que vendre Jack était en quelque sorte dans le meilleur intérêt du garçon représentait un niveau d'auto-illusion presque pathologique. « Parlez-moi de Vincent Torino, » dit, s'asseyant dans un fauteuil en face du canapé. « Quand avez-vous pris contact avec son organisation pour la première fois ?» George resta silencieux un long moment, fixant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Quand il parla enfin, sa voix était à peine un murmure. « Il y a 6 mois, j'étais au casino et j'avais tout perdu. Mes économies, celles de Linda, l'argent que j'avais emprunté sur la maison. J'étais assis au bar, ayant probablement l'air prêt à sauter d'un pont,
quand cet homme s'est assis à côté de moi. Vincent Torino? Non, quelqu'un qui travaillait pour lui, il se faisait appeler Danny. Un type sympa. Semblait sincèrement préoccupé par ma situation, m'a payé des verres, a écouté mes problèmes, a agi comme s'il s'en souciait vraiment. Georges rit amèrement. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Personne ne se soucie des dettes de jeu d'un étranger à moins de chercher à en profiter. Et prit des notes tandis que Georges poursuivait sa confession, documentant chaque détail qui pourrait s'avérer utile pour monter des dossiers contre d'autres membres du réseau de trafic. Plus il parlait, plus il devenait clair que George Morrison n'était pas tombé dans ce crime par accident. Il avait été soigneusement recruté et préparé par des professionnels qui savaient comment exploiter la faiblesse humaine. Danny m'a parlé de familles qui cherchaient des enfants à adopter, mais ne voulaient pas s'occuper de toute la bureaucratie et de l'attente qui accompagne l'adoption légale. Il a dit qu'il y avait des gens prêts à payer des sommes importantes pour le bon enfant et que ce serait une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Quand avez-vous rencontré Vincent Torino pour la première fois? 2 semaines plus tard, Danny a organisé une rencontre dans un restaurant à Springfield. Torino était impressionnant. Costume cher, belle voiture. Parlait comme un homme d'affaires discutant d'une transaction légitime. Il m'a posé des questions sur Jacques, son âge, sa santé, ses résultats scolaires, sa personnalité. C'était comme un entretien d'embauche. Et se sentit mal en écoutant Georges décrire le processus de marchandisation de son beau-fils. Que vous a dit Torino sur ce qui arriverait à Jacques? Il a dit que Jacques serait placé dans une famille riche qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Quelque part au chaud, probablement en Californie ou en Floride. École privée, fonds pour l'université, des opportunités que je n'aurais jamais pu lui offrir. La voix de Georges redevint défensive. Il a fait en sorte que ça sonne comme si je donnais à Jacques une chance d'avoir une vie meilleure. Et vous avez cru ça? Georges resta silencieux plusieurs minutes, et quand il répondit enfin, sa voix était creuse. Je voulais y croire. J'avais besoin d'y croire, parce que si je n'y croyais pas, alors ce que je m'apprêtais à faire était impardonnable. L'aveu resta en suspens dans l'air comme un poids physique. Pour la première fois depuis le début de son arrestation, George Morrison semblait comprendre la véritable nature de ce qu'il avait prévu. La distance psychologique qu'il avait créée par la rationalisation et l'auto-illusion s'effondrait enfin, le laissant face à la réalité de son crime intentionnel. Parlez-moi des arrangements financiers, continua-t-il. 25 000 d'avance, 25 000 à la livraison. Torino a dit que c'était la procédure standard. La moitié pour s'assurer que j'étais sérieux. La moitié à l'achèvement pour s'assurer que l'enfant était livré comme promis. La description clinique de la transaction par Georges donnait la chair de poule à ait. L'argent était censé résoudre tous mes problèmes, rembourser mes dettes de jeu, donner à Linda et moi un nouveau départ. Mais vous avez joué la majeure partie de la compte. Georges hocha la tête misérablement. Je pensais que je pouvais le regagner, et plus encore. Je pensais que je pouvais rembourser mes dettes et avoir encore de l'argent de côté. Mais plus je perdais, plus je devenais désespéré de me refaire. Que devait-il se passer cet après-midi? Les gens de Torino devaient récupérer Jacques à 16 heures. Je devais l'avoir prêt avec une petite valise de ses affaires et ses documents importants. Ils allaient le conduire à ce qu'ils appelaient un établissement de transition où il resterait quelques jours pendant que sa nouvelle identité était préparée. Et sentit sa colère monter alors que Georges décrivait l'enlèvement prévu avec le langage détaché d'une transaction commerciale. Et vous alliez dire à Linda quoi, exactement? Que Jacques s'était enfui pendant que j'étais au travail. J'avais tout prévu. J'allais appeler la police, déposer un rapport de personnes disparues, organiser des équipes de recherche. Les gens de Torino m'ont même fourni des preuves à planter pour étayer l'histoire de la fugue. Le niveau de préméditation impliqué était stupéfiant. Il ne s'agissait pas d'une décision désespérée de dernière minute, motivée par une crise immédiate. George Morrison avait passé des mois à planifier chaque détail de la façon de faire disparaître son beau-fils tout en maintenant sa propre innocence et l'ignorance de sa femme. Linda soupçonnait-elle quelque chose? Non. Elle me faisait entièrement confiance. Elle se sentait coupable de laisser Jacques avec moi pour aller s'occuper de sa mère, alors elle était reconnaissante que je sois prêt à tout gérer. La voix de George portait une note de honte. Elle n'arrêtait pas d'appeler pour prendre de nos nouvelles, inquiète d'être une mauvaise mère en partant pendant une crise familiale. Je n'arrêtais pas de la rassurer que tout allait bien, que Jacques et moi étions enfin en train de créer des liens. La manipulation de la culpabilité maternelle de Linda Sullivan ajoutait une autre couche de cruauté au crime de George.
Non seulement il avait prévu de vendre son fils, mais il avait utilisé son amour et son inquiétude pour sa mère mourante comme une arme pour créer l'opportunité de sa trahison. Monsieur Morrison, dit et en se penchant en avant dans son fauteuil. Je veux que vous compreniez quelque chose clairement. L'organisation de Vincent Torino ne place pas les enfants dans des familles aimantes. Ils vendent des enfants à des gens qui veulent les posséder. Certains de ces enfants sont contraints au travail. Certains sont abusés sexuellement. Certains disparaissent simplement lorsqu'ils deviennent trop difficiles à gérer. Vous ne donniez pas à Jack une vie meilleure. Vous le condamniez à l'enfer. George Morrison se mit à pleurer. Pas les sanglots dramatiques de quelqu'un cherchant la sympathie, mais les larmes silencieuses et sans espoir d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait failli faire. Je me suis dit que ce serait différent pour Jack. Je me suis dit que parce qu'il était jeune, en bonne santé et intelligent, il irait dans une bonne famille. Basé sur ce que Torino vous a dit? Basé sur ce que j'avais besoin de croire pour vivre avec moi-même. George s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Je sais que ça semble pathétique, mais je me noyais. Les dettes de jeu, les menaces des usuriers, les mensonges que je devais dire à Linda tous les jours. J'avais l'impression que vendre Jack était le seul moyen de tout sauver. Et se leva de son fauteuil, sa patience avec l'apitoiement de George Morrison finalement épuisée. La seule chose que vous essayiez de sauver, c'était vous-même, et vous étiez prêt à détruire un enfant innocent pour le faire. Détective, la voix de l'agent Bradley vint à travers son oreillette. On a besoin de vous dehors. Le FBI veut commencer son interrogatoire, et le capitaine Reynolds veut vous briefer sur les mandats de perquisition. Et regarda George Morrison, qui s'était recroquevillé sur le canapé comme un homme essayant de disparaître. Monsieur Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre la traite d'êtres humains, tentative d'enlèvement et mise en danger d'enfants. Vous avez le droit de garder le silence, et je vous suggère fortement d'exercer ce droit jusqu'à ce que vous ayez parlé à un avocat. Alors que les agents emmenaient George Morrison menotté, et resta dans le salon quelques minutes de plus, étudiant les photographies de famille qui bordaient le manteau de la cheminée. Il y avait la photo de mariage de Linda Sullivan, la montrant radieuse de bonheur à côté d'un George Morrison souriant. Il y avait des photos de Jack à différents âges, fêtes d'anniversaire, matin de Noël, événements scolaires. Sur chaque photo où George apparaissait avec Jack, le sourire du garçon semblait forcé, son langage corporel subtilement distant. En regardant en arrière avec les connaissances qu'elle possédait maintenant, elle pouvait voir des signes que Jack n'avait jamais entièrement fait confiance à son beau-père. La façon dont il se positionnait plus près de sa mère sur les photos de groupe. La façon dont ses expressions devenaient plus méfiantes lorsque George était présent. La tension subtile que même un appareil photo avait capturée. Les instincts de Jack l'avaient averti bien avant que les véritables intentions de son beau-père ne deviennent claires. À l'extérieur de la maison, les agents du FBI se préparaient à transporter George Morrison vers un établissement fédéral où il serait interrogé sur le réseau de trafic plus large. L'agente Sarah Coleman, l'enquêtrice fédérale principale sur l'affaire, s'approcha d'eux alors qu'elle sortait de la maison. Détective, excellent travail sur cette affaire. La confession de Morrison sera inestimable pour monter notre dossier contre Torino et ses associés. Quel est le statut des mandats de perquisition? Nous avons des équipes qui frappent 5 endroits simultanément. La maison de Torino, son bureau, 2 entrepôts et une propriété dans l'ouest du Massachusetts que nous pensons être l'un de leurs établissements de transition. L'agente Coleman vérifia sa montre. Les raids devraient commencer dans environ 20 minutes. Elle sentit une vague de satisfaction à l'idée de l'empire criminel soigneusement construit de Vincent Torino commençant à s'effondrer. Mais sa satisfaction était tempérée par le fait que 17 enfants étaient toujours portés disparus, toujours piégés quelque part dans le réseau auquel Jack Sullivan avait si étroitement échappé. Quelles sont les chances de retrouver ces enfants disparus? Meilleures maintenant qu'elles ne l'étaient ce matin, répondit l'agente Coleman. Les informations de Morrison, combinées au dossier financier que vous avez découvert, nous donnent plus de pistes que nous n'en avons eu en 3 ans d'enquête. Et si nous pouvons faire parler certains des associés de niveau inférieur de Torino, nous pourrions être en mesure de localiser les installations où les enfants sont détenus. Alors que la soirée avançait et que les différentes équipes des forces de l'ordre coordonnaient leurs activités, elle se retrouva à penser à Jack Sullivan, qui s'installait probablement dans son placement temporaire avec la famille Henderson. Le garçon n'avait aucune idée que son courage à parler avait déclenché une chaîne d'événements qui pourrait finalement sauver d'autres enfants du sort qu'il avait si étroitement évité. La famille d'accueil avait appelé pour signaler que Jack s'adaptait bien,
qu'il avait dîné et lisait actuellement un livre sur les chiens tandis que leur Golden Retriever, Buddy, était couché à ses pieds. C'était une image de normalité qui contrastait fortement avec le chaos qui aurait consumé sa vie si Patricia O'Brien n'avait pas fait confiance à son instinct et continué à conduire cet après-midi-là. À minuit, les raids avaient rapporté un trésor de preuves, des fichiers informatiques documentant des transactions impliquant des dizaines d'enfants, des dossiers financiers montrant des paiements à des fonctionnaires corrompus, plus important encore, des informations sur les emplacements actuels où des enfants disparus pourraient être détenus. 3 arrestations avaient été effectuées en plus de celle de George Morrison, et les agents fédéraux travaillaient toute la nuit pour analyser les matériaux saisis. Elle était assise à son bureau, examinant les rapports initiaux des différents lieux de perquisition, lorsque son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro de Linda Sullivan. « Détective, c'est Linda Sullivan. Je suis à environ 2 heures de Millbrook. Pouvez-vous me dire comment va Jack ? » « Il va bien, Madame Sullivan. Il a dîné avec sa famille d'accueil, et ils disent qu'il a posé beaucoup de questions sur votre arrivée. » « Dieu merci. » La voix de Linda était épaisse d'émotion. « Je n'arrête pas de penser à tout ce qui aurait pu arriver si cette conductrice de bus n'avait pas fait attention. Je ne sais pas comment je pourrais jamais la remercier. Patricia O'Brien est une femme remarquable. Sa vivacité d'esprit et ses instincts protecteurs ont sauvé la vie de votre fils. Détective, puis-je vous demander quelque chose ? Pensez-vous que Jack ira bien ? Je veux dire, psychologiquement. Il a traversé tellement de choses et il est si jeune. » Elle réfléchit soigneusement à sa réponse. Les enfants sont remarquablement résilients, surtout lorsqu'ils ont de solides systèmes de soutien. Jack aura besoin de thérapie pour traiter ce qui s'est passé, et il lui faudra peut-être du temps pour faire à nouveau pleinement confiance aux adultes. Mais il a quelque chose que beaucoup d'enfants traumatisés n'ont pas, une mère qui l'aime inconditionnellement et qui se battra pour lui. « Je ne le quitterai plus jamais, » dit fermement Linda. Peu importe les urgences, les obligations familiales. Jack passe en premier, toujours. C'est exactement ce qu'il a besoin d'entendre. En terminant l'appel, elle réfléchit aux événements de la journée et à leurs implications plus larges. Un réseau de trafic qui avait opéré en toute impunité pendant des années était maintenant en cours de démantèlement. Des enfants qui avaient été considérés comme perdus pourraient bientôt être rendus à leur famille. Et au centre de tout cela se trouvait un garçon de 8 ans qui avait trouvé le courage de dire la vérité quand cela comptait le plus. L'enquête se poursuivrait pendant des mois, voire des années. Il y aurait des procès et des appels, des témoignages et des audiences de preuves. Familles étaient en train d'être réunies et un réseau de prédateurs faisait face à la justice. Dans les heures calmes du petit matin, alors que Millbrook dormait paisiblement sous une canopée d'étoiles, la détective Rachel travaillait sur ses rapports et pensait à la nature fragile de l'innocence de l'enfance et aux efforts extraordinaires que des gens ordinaires déploieraient pour la protéger. Patricia O'Brien ne saurait jamais combien d'enfants sa décision avait finalement sauvés, mais s'assurerait que la conductrice de bus comprenne toute l'ampleur de son héroïsme. Certaines victoires dans les forces de l'ordre se mesuraient en arrestations effectuées et en condamnations obtenues. D'autres se mesuraient en enfants sauvés et en familles préservées. Aujourd'hui avait été un jour pour ces dernières, et elle se sentait reconnaissante d'avoir joué un rôle pour s'assurer que l'histoire d'un petit garçon aurait une fin heureuse. 3 mois plus tard, le matin de novembre se leva, vif et clair sur Millbrook, Massachusetts, avec le givre scintillant sur les branches nues des chênes comme un lustre de cristal de la nature. Patricia O'Brien ajusta son rétroviseur dans le bus 47, un geste devenu à la fois routinier et profondément significatif depuis cet après-midi d'octobre où ses instincts maternels avaient changé le cours de plusieurs vies. Le poids familier du volant dans ses mains semblait différent maintenant, pas plus lourd exactement, mais plus important, comme si elle portait avec elle la connaissance que chaque décision qu'une personne prenait pouvait avoir des répercussions qu'elle ne comprendrait peut-être jamais entièrement. Le palais de justice du centre-ville de Springfield était un imposant bâtiment en granit qui parlait de justice et de permanence. Ses colonnes et ses marches usées par des décennies de citoyens cherchant une solution à leurs conflits et crimes. À l'intérieur de la salle d'audience 3B, la juge fédérale Margaret Thompson venait de condamner George Morrison à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Le coup final du marteau avait résonné dans la chambre comme un point final à une très longue et très sombre phrase. La détective Rachel était assise dans la galerie, regardant George Morrison être emmené menotté. Sa transformation au cours des 3 derniers mois avait été remarquable et troublante à la fois.
L'homme nerveux et agité qui avait essayé de vendre son beau-fils avait été remplacé par quelqu'un qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses cheveux étaient devenus complètement gris, de profondes rides s'étaient gravées autour de ses yeux, et il se tenait avec la posture défaite d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de ses crimes. Pendant son témoignage, George avait fourni des informations cruciales qui avaient conduit au démantèlement de tout le réseau de trafic de Vincent Torino. Torino lui-même purgeait maintenant une peine de prison à vie avec 12 de ses associés, dont l'empire criminel s'était étendu sur 6 États et avait impliqué le trafic de 43 enfants sur une période de 4 ans. Plus important encore, 31 de ces enfants avaient été retrouvés et rendus à leur famille, tandis que les 12 restants avaient été confirmés décédés, un rappel sobre des enjeux dans de tels cas. Les procédures judiciaires avaient été longues et émotionnellement épuisantes pour toutes les personnes impliquées. Jack Sullivan, maintenant âgé de 9 ans et vivant dans un nouvel appartement avec sa mère, avait témoigné par télévision en circuit fermé, sa petite voix stable et claire alors qu'il décrivait les conversations qui l'avaient surprise et la peur qu'il avait ressentie. Son courage à dire la vérité avait été essentiel pour obtenir des condamnations non seulement contre George Morrison, mais aussi contre tout le réseau de trafiquants qui s'attaquaient aux familles vulnérables. Linda Sullivan Morrison avait demandé le divorce dans la semaine suivant l'arrestation de George, reprenant son nom de jeune fille et déménageant avec Jack dans un confortable appartement de 2 chambres de l'autre côté de Millbrook. La maison sur Elm Street avait été vendue pour payer les frais de justice et fournir une certaine stabilité financière pendant que Linda reconstruisait leur vie. Elle avait trouvé du travail comme infirmière à l'hôpital général de Millbrook, où ses collègues comprenaient le traumatisme que sa famille avait enduré et lui fournissaient le genre d'environnement de travail favorable qui lui permettait de se concentrer sur la guérison. Les répercussions de cet après-midi d'octobre s'étaient étendues bien au-delà du tribunal et du système de justice pénale. La ville de Millbrook s'était ralliée autour de la famille Sullivan avec le genre de soutien communautaire qui redonnait foi en la bonté humaine. Des entreprises locales avaient fait don de meubles pour leur nouvel appartement, le district scolaire avait fourni des services de conseil pour Jack, et des dizaines de voisins s'étaient simplement présentés pour offrir une aide pratique et un soutien émotionnel. Patricia O'Brien était devenue une sorte d'héroïne locale, bien qu'elle ait constamment décliné les éloges et insisté sur le fait qu'elle avait simplement fait ce que toute personne décente aurait fait dans les circonstances. Le district scolaire avait rebaptisé son programme de sécurité annuel l'Initiative de protection de l'enfance Patricia O'Brien, et elle avait été invitée à prendre la parole lors de conférences dans tout l'État sur la reconnaissance des signes de mise en danger d'enfants. Mais la reconnaissance qu'elle chérissait le plus était beaucoup plus simple et plus personnelle. Jack Sullivan avait demandé à continuer de prendre le bus 47, même si son nouvel appartement était plus proche de l'école et à distance de marche. Chaque matin à 7h45, il attendait à l'arrêt de bus sur Maple Street, son sac à dos bien rangé et son sourire sincère alors qu'il montait les marches familières. Il avait choisi de s'asseoir au premier rang maintenant, où il pouvait tout voir devant lui et entretenir une conversation facile avec Miss Patty pendant leur trajet quotidien. Leur relation s'était transformée en quelque chose de spécial. Pas tout à fait une famille, mais plus profond que le lien typique entre une conductrice de bus et ses passagers. Jack était devenu l'assistant non officiel de Patty, l'aidant à faire l'appel et rappelant aux plus jeunes les règles de sécurité. Il avait également développé une connaissance encyclopédique des systèmes mécaniques du bus, posant des questions détaillées sur l'entretien du moteur et l'efficacité énergétique qui rappelait à Patty le garçon curieux qu'il avait été avant que la peur n'obscurcisse son émerveillement naturel pour le monde. La guérison psychologique avait été progressive mais constante. Le docteur Jennifer Walsh, la psychologue pour enfants qui avait travaillé avec Jack depuis cette première nuit au poste de police, rapportait des progrès remarquables dans sa capacité à faire confiance aux adultes et à traiter le traumatisme qu'il avait vécu. Les cauchemars qui l'avaient tourmenté au début s'étaient estompés, remplacés par des rêves sur des préoccupations normales de l'enfance comme les examens scolaires et les matchs de football. Jack avait rejoint le club d'échecs de l'école, où sa pensée stratégique et son approche patiente de la résolution de problèmes en avaient fait l'un des joueurs les plus forts de son groupe d'âge. Son professeur, mademoiselle Rebecca Foster, nota qu'il était devenu une sorte de protecteur pour les plus jeunes élèves, toujours alerte aux signes que quelqu'un pourrait être en difficulté ou avoir peur. L'expérience d'être vulnérable lui avait donné une sensibilité inhabituelle aux besoins des autres, transformant ce qui aurait pu être une expérience purement traumatisante en une source d'empathie et de force. Linda Sullivan avait également trouvé son chemin vers la guérison, bien que son parcours ait été plus complexe. La culpabilité qu'elle ressentait d'avoir laissé Jack avec George Morrison avait mis des mois à être traitée.
Même avec des conseils professionnels et le réconfort constant des amis et de la famille, elle avait lutté avec des questions sur son jugement, sa capacité à protéger son fils et sa capacité à faire confiance à ses propres instincts sur les personnes dans leur vie. Mais progressivement, avec l'aide de la thérapie et la preuve visible du rétablissement de Jack, Linda avait commencé à se pardonner. Elle en était venue à comprendre que la capacité de George Morrison à la tromper n'était pas un reflet de ses échecs en tant que mère, mais plutôt la preuve de son habileté en tant que manipulateur qui avait spécifiquement ciblé ses vulnérabilités. Le groupe de soutien pour les familles touchées par la traite qu'elle avait rejoint lui avait fourni des liens avec d'autres parents qui comprenaient les défis uniques de la reconstruction de la confiance et de la sécurité après une trahison aussi profonde. Le règlement financier de la vente de la maison d'Elm Street avait fourni à Linda et Jack stabilité et options. Elle avait créé un fonds pour les études universitaires de Jack et acheté une voiture fiable qui lui donnait son indépendance et la capacité d'emmener Jack à ses diverses activités et rendez-vous. Plus important encore, elle avait appris à écouter ses instincts comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, développant le genre de conscience protectrice qui vient de la compréhension du mode opératoire des prédateurs et des signes à surveiller. L'impact plus large de l'affaire s'était étendu bien au-delà de Millbrook. Le FBI avait utilisé les informations recueillies lors de la confession de George Morrison et des arrestations subséquentes pour identifier et démanteler des réseaux de trafic similaires dans d'autres États. L'affaire était devenue un exemple classique de la façon dont la vigilance communautaire et la coopération des forces de l'ordre pouvaient se combiner pour protéger les enfants vulnérables et traduire en justice des criminels sophistiqués. Patricia O'Brien avait été invitée à témoigner devant une sous-commission du Congrès sur la protection de l'enfance et le rôle que les citoyens ordinaires pouvaient jouer dans la prévention du trafic. Son témoignage, livré dans son style direct caractéristique, avait souligné l'importance de faire confiance aux instincts maternels et d'agir lorsque quelque chose semblait anormal, même si cette action perturbait les routines normales ou créait un inconvénient temporaire. « Je conduis des bus scolaires depuis 16 ans, avait-elle dit aux membres du Congrès assemblés. Et pendant tout ce temps, j'ai appris que les enfants ne mentent pas sur le fait d'avoir peur. Quand un enfant est vraiment effrayé, il y a toujours une raison. Et c'est notre travail, en tant qu'adulte, de découvrir quelle est cette raison et de la régler. » Ces paroles avaient été largement citées dans la couverture médiatique de l'affaire de trafic et étaient devenues une sorte de cri de ralliement pour les défenseurs de la protection de l'enfance. Mais Patty elle-même restait concentrée sur le travail pratique quotidien de garder les enfants en sécurité lors de leur trajet quotidien vers et depuis l'école. La routine matinale du bus 47 s'était installée dans un rythme confortable qui honorait à la fois les besoins ordinaires de transport et le lien extraordinaire qui s'était forgé à travers la crise. Jack Sullivan était assis à sa place au premier rang, ses devoirs terminés et son déjeuner préparé par une mère qui vérifiait et revérifiait maintenant chaque détail de son emploi du temps quotidien. Il avait grandi au cours des 3 derniers mois, sa voix commençait à montrer les premiers signes de changement adolescent, et sa confiance était revenue plus forte qu'auparavant. « Miss Patty », dit Jack alors qu'il s'éloignait de son arrêt sur Maple Street. « Ma mère voulait que je vous invite à dîner pour Thanksgiving la semaine prochaine. Elle cuisine une dinde et fait sa fameuse tarte à la patate douce. » Patty le regarda dans le rétroviseur, notant le sourire facile et la posture détendue qui avaient remplacé la lassitude tendue dont elle se souvenait en octobre. « C'est très gentil de la part de ta maman, mon chéri. Je serais honoré de me joindre à vous. Elle dit que vous faites partie de la famille maintenant, » continua Jack d'un ton neutre. « Parce que la famille, ce sont les gens qui vous protègent quand vous en avez le plus besoin. » La sagesse simple de ces mots, venant d'un enfant de 9 ans qui avait appris plus sur la nature humaine que la plupart des adultes ne le feraient jamais, fit monter les larmes aux yeux de Patty. Elle avait passé 16 ans à transporter les enfants des autres, à s'occuper d'eux lors de leur trajet quotidien, mais elle n'avait jamais connu la profondeur de la connexion qui s'était développée avec Jack Sullivan. « Ta maman est une femme intelligente, » répondit Patty, la voix épaisse d'émotion. « Et tu es un garçon plutôt intelligent toi-même. » Alors que le bus 47 poursuivait sa route à travers les rues familières de Millbrook, d'autres enfants montaient à bord avec leurs propres histoires et luttes, leurs propres besoins de sécurité et de protection. Emma Rodriguez était toujours assise à sa place préférée et bavardait avec enthousiasme de sa prochaine fête d'anniversaire. Les sœurs Wilson poursuivaient leur conversation quotidienne chuchotée sur les chevaux et les devoirs. Nathan Thompson était passé à des consoles de jeux portables plus sophistiquées, mais oubliait toujours de les ranger lorsque le bus arrivait à l'école. Chaque enfant représentait une confiance sacrée, une responsabilité que Patty avait toujours prise au sérieux, mais qu'elle comprenait maintenant avec une clarté encore plus grande.
Les événements de cet après-midi d'octobre lui avaient rappelé que le travail de protection des enfants appartenait à tous les adultes, pas seulement aux parents, aux enseignants et aux policiers. Il appartenait aux conducteurs de bus et aux vendeurs de magasins, aux voisins et aux étrangers, à quiconque se trouvait au bon endroit au bon moment avec le courage d'agir selon ses instincts. Le département de police de Millbrook avait établi un nouveau protocole basé sur l'affaire Sullivan, exigeant que tous les rapports d'activité suspectes autour des enfants soient immédiatement enquêtés plutôt que classés pour un suivi ultérieur. La détective avait été promue sergent et avait pris la direction d'une unité spécialisée axée sur l'identification et la prévention de la traite des êtres humains. L'affaire était devenue un modèle pour d'autres agences de maintien de l'ordre, démontrant comment le travail de la police locale pouvait s'articuler avec les enquêtes fédérales pour obtenir des résultats que ni l'un ni l'autre ne pouvaient accomplir seuls. Mais le changement le plus significatif avait peut-être été dans la communauté elle-même. Les parents étaient plus vigilants quant à la surveillance des activités et des relations de leurs enfants. Les enseignants avaient reçu une formation supplémentaire pour reconnaître les signes d'abus et de trafic. Les voisins s'étaient davantage engagés à veiller les uns sur les autres, comprenant que la sécurité de tous les enfants était la responsabilité de chacun. La parade annuelle d'Halloween à Millbrook avait pris une signification particulière cette année-là, avec Jack Sullivan servant de grand maréchal honoraire aux côtés de Patricia O'Brien et de la détective. Tous les trois avaient défilé ensemble sur un char décoré pour ressembler à un bus scolaire, saluant des foules de familles qui comprenaient qu'elles célébraient non seulement une fête, mais une victoire de la vigilance communautaire sur le mal prédateur. Jack s'était déguisé en détective de police pour Halloween, avec un badge et un carnet, disant à quiconque le demandait qu'il voulait aider d'autres enfants comme la détective l'avait aidé. Son choix de costume avait été à la fois touchant et encourageant, preuve que son expérience, bien que traumatisante, n'avait pas détruit sa foi en la capacité des bonnes personnes à protéger ceux qui en avaient besoin. Au fur et à mesure que l'année scolaire avançait, les résultats scolaires de Jack s'étaient considérablement améliorés. L'anxiété et la distraction qui avaient caractérisé son travail au début de l'année précédente avaient été remplacées par de la concentration et de l'enthousiasme. Ses enseignants rapportaient qu'il était particulièrement attiré par les matières impliquant la résolution de problèmes et la pensée logique, et qu'il se portait souvent volontaire pour aider les camarades de classe en difficulté avec des concepts difficiles. Le club d'échecs était devenu le principal exutoire social de Jack, lui offrant un environnement structuré où ses compétences analytiques pouvaient s'épanouir et où il pouvait nouer des amitiés basées sur des intérêts communs plutôt que sur un traumatisme partagé. Son entraîneur d'échecs, M. David Park, nota que Jack abordait le jeu avec une maturité inhabituelle, pensant toujours plusieurs coups à l'avance et faisant preuve d'une patience remarquable dans le développement de stratégies à long terme. Linda Sullivan avait trouvé son propre chemin vers la guérison grâce au bénévolat auprès d'organisations qui soutenaient les familles touchées par la traite et d'autres formes d'exploitation des enfants. Son expérience en soins infirmiers et son expérience personnelle en avaient fait une avocate précieuse pour les victimes, et elle était devenue une conférencière fréquente lors de sessions de formation pour les prestataires de soins de santé qui pourraient rencontrer des victimes de la traite dans leur travail. La relation entre Linda et Patricia O'Brien s'était transformée en une véritable amitié basée sur le respect mutuel et un engagement partagé pour le bien-être de Jack. Elles se parlaient régulièrement au téléphone, coordonnaient leurs efforts pour soutenir les diverses activités de Jack et avaient développé le genre de partenariat qui leur permettait de fournir des soins et des conseils constants dans différents aspects de sa vie. « Miss Patty », dit Jack alors qu'ils approchaient de l'école. « J'ai réfléchi à ce que je veux être quand je serai grand. »« Ah oui ? Et qu'est-ce que c'est, mon chou ? » ?»« Je pense que je veux être détective de police comme le sergent, pour pouvoir aider les enfants qui ont peur comme moi. Mais je pense aussi que je veux peut-être être conducteur de bus comme vous, pour pouvoir garder les enfants en sécurité pendant leur trajet. » Patty sourit à l'ambition dans sa voix, au sens du but qui avait émergé de son expérience. « Eh bien, tu as tout le temps de décider. Peut-être que tu peux faire les deux. Être un détective qui se déplace en bus scolaire pour résoudre des crimes. » Jack rit à l'image, et le son remplit le bus de chaleur et de joie. C'était le rire d'un enfant qui avait fait face à un danger réel et en était sorti plus fort, qui avait appris que le mal existait dans le monde, mais qui avait aussi appris qu'il y avait des gens prêts à se battre contre lui. Alors que le bus 47 entrait dans l'allée circulaire de l'école primaire de Millbrook, Jack rassembla son sac à dos et se prépara à commencer une autre journée d'apprentissage et de croissance. Sa mère viendrait le chercher après l'école pour son rendez-vous hebdomadaire avec le Dr Walsh. Puis ils iraient faire les courses pour les ingrédients du dîner de Thanksgiving qui inclurait non seulement la famille,
mais aussi la communauté plus large des personnes qui les avaient aidés à traverser leur période la plus sombre. « Passe une bonne journée, mon chéri », cria Patty alors que Jacques descendait les marches du bus. « Vous aussi, Miss Patty. À cet après-midi. » Alors que Jacques se dirigeait vers le bâtiment de l'école, sa posture confiante et son pas léger, Patty ressentit la profonde satisfaction qui venait de savoir qu'elle avait fait une différence dans une jeune vie. Les événements de cet après-midi d'octobre lui avaient rappelé pourquoi elle avait choisi de travailler avec des enfants en premier lieu. Non seulement parce qu'ils avaient besoin d'un transport sûr, mais parce qu'ils avaient besoin d'adultes qui feraient attention, qui écouteraient et qui agiraient avec courage lorsque l'action était requise. Le soleil du matin monta plus haut sur Millbrook, projetant de longues ombres sur le parking de l'école et réchauffant l'air d'automne. Dans les salles de classe de tout le bâtiment, les enfants commençaient leur leçon quotidienne, en sécurité sachant que les adultes autour d'eux veillaient à leur bien-être. C'était le genre de miracle ordinaire qui se produisait chaque jour dans des communautés où les gens comprenaient que la protection des enfants n'était pas seulement une responsabilité professionnelle, mais un impératif moral. Patricia O'Brien enclencha une vitesse sur le bus 47 et commença le voyage de retour à travers la ville, prête à prendre en charge le prochain groupe d'enfants qui avaient besoin d'un passage sûr vers leur destination. Dans le rétroviseur, elle pouvait voir Jacques Sullivan disparaître par les portes d'entrée de l'école, emportant avec lui la confiance et la résilience qui le serviraient bien dans toutes les aventures et les défis à venir. La radio grésilla sur son tableau de bord, la voix du répartiteur coupant le calme matinal avec des annonces de routine sur les changements d'horaire et les conditions météorologiques. Mais Patty n'écoutait qu'à moitié, son attention concentrée sur la route devant elle et la précieuse cargaison qu'elle transporterait bientôt. Chaque enfant représentait une histoire, un avenir, une possibilité qui méritait protection et éducation. Alors que le bus 47 tournait au coin d'Elm Street, Patty jeta un bref regard à la maison qui avait autrefois été celle de Jacques Sullivan et George Morrison. De nouveaux propriétaires avaient emménagé le mois précédent, un jeune couple avec un bambin qui jouait dans le jardin de devant pendant que ses parents travaillaient dans le jardin. La peinture jaune avait été rafraîchie, les marches du perron réparées, et les ombres du passé avaient été remplacées par la promesse lumineuse de nouveaux commencements. C'était, réfléchit Patty, exactement comme il se devait. Le mal pouvait toucher un endroit, mais il n'avait pas à le définir. L'obscurité pouvait tomber, mais le matin venait toujours. Et des enfants comme Jacques Sullivan pouvaient faire face au pire que l'humanité avait à offrir et en sortir avec leur capacité de joie et d'espoir intacte. Le dernier arrêt pour rentrer à la maison, s'avéra-t-il, n'était pas du tout un lieu. C'était le moment où une communauté se rassemblait pour protéger ses membres les plus vulnérables, où des gens ordinaires trouvaient un courage extraordinaire, et où le simple fait de faire attention devenait un acte d'héroïsme qui se répercutait de manière qui ne serait peut-être jamais entièrement mesurée, mais qui ne serait certainement jamais oubliée. Au loin, le clocher du poste de police de Millbrook s'élevait au-dessus de la ligne des arbres, un symbole de sécurité et de justice dans un monde qui en semblait parfois manquer. Mais en ce matin de novembre, dans cette petite ville de la Nouvelle-Angleterre, il y avait des raisons d'espérer et d'être reconnaissant. Les enfants étaient en sécurité. Les prédateurs étaient derrière les barreaux.